Bon, l'horloge tourne, on est sur un timing serré, donc je vais lancer ce troisième webinaire de la série du déconfinement. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints, merci à nos participants d'être là. En bas, je commence par le plus important, vous avez deux onglets, vous avez le chat qui est déjà actif et dans lequel tout le monde se dit bonjour et c'est super. Petit tips pour le chat, faites bien attention, comme je vois plein de gens qui l'ont déjà fait, c'est super, à changer, parce que par défaut, c'est tout all panelists, donc vous ne vous adressez qu'aux intervenants. Si vous voulez également interagir avec les autres participants, vous avez également un onglet Q&A. À quoi sert cet onglet? Il servira si vous avez des questions pendant les interventions de nos speakers, à poser vos questions auxquelles ils pourront répondre soit en live s'ils ont le temps, soit à l'écrit à la suite de leur intervention s'ils n'ont pas eu le temps de répondre en live. Et bien évidemment, les réponses et les questions sont accessibles à tous, donc n'hésitez pas. On est là pour ça aussi, pour répondre à vos questions. Pour les aficionados des réseaux sociaux, vous pouvez également tweeter et écrire des messages sur LinkedIn avec notre hashtag semaine du déconfinement. N'hésitez pas, on est toujours preneur. Vous pouvez identifier le lab, on sera ravis de relayer vos messages. Pas d'inquiétude d'avance, on vous enverra les présentations à la fin du webinaire, donc vous pouvez prendre des notes, mais vous aurez les présentations. Et surtout, vous le voyez, ce webinaire est aussi enregistré, donc vous aurez accès au replay qu'on partagera sûrement la semaine prochaine. Si vous voulez le partager à vos équipes, vous avez trouvé le webinaire super, vous voulez le partager à vos collègues, eh bien, vous le pourrez. Ceci étant dit, on est parti du coup pour ce troisième webinaire. Qu'est-ce que la semaine du déconfinement? La semaine du déconfinement, c'est une initiative proposée par le Lab RH et par ses startups. L'idée, c'était de dire, on se rend compte que les RH aujourd'hui sont sursollicités et ils sont surtout sollicités par les problématiques administratives et très pratico-pratiques de type est-ce que j'ai suffisamment de masques, de gel hydroalcoolique, est-ce que les distances de sécurité sont respectées, est-ce que je dois rembourser les tickets de transport de cette période de confinement, ce type de questions. Et en fait, il y a peut-être un risque de passer à côté de d'autres enjeux RH soulevés par le déconfinement, comme comment est-ce que je réonboard des collaborateurs qui ont potentiellement été coupés pendant 2 mois de l'entreprise. C'était notre thématique d'hier sur l'inboarding. Pour ceux qui l'ont raté, il y aura le replay. Comment sortir renforcé plutôt que fragilisé de cette période de confinement. C'est notre thématique de lundi sur la résilience. Ce sont des questions qui en fait sont aussi des challenges RH, sont hyper importants. Et en fait, notre objectif, c'est vraiment de vous équiper RH, de vous donner des outils, des techniques, des pratiques managériales ou collaboratives pour faire face tout simplement à ces différents enjeux. Je vois qu'on a une première question. Ah non, c'est quelqu'un qui dit bonjour à tous. Parfait. Aujourd'hui, donc, on est sur le thème d'accompagner et manager des équipes à distance. C'est un nouvel enjeu qu'on a vraiment vu. Enfin, bien évidemment, ça existait déjà, le fait de manager des équipes à distance, mais ça s'est vu particulièrement dans ce contexte de crise et de confinement. Aujourd'hui, en plus, le déconfinement se fait par vagues souvent. Tout le monde n'a pas repris le travail en physique. Beaucoup vont le reprendre a priori début juin, donc la semaine prochaine. Malgré tout, il y aura très certainement encore une partie des équipes en télétravail, une partie des équipes en physique. Comment est-ce qu'on manage ou on accompagne une équipe qui est sur 2 endroits à la fois, qui est à moitié en digital, à moitié en physique? C'est des questions qui sont tout à fait légitimes de se poser parce que ce n'est pas facile d'y répondre. Pour ça, on va avoir 4 intervenants qui vont nous partager leur savoir et leurs connaissances. Dans un premier temps, on aura Florence Huneau-Cortez qui est cofondatrice de Spindle et qui nous donnera les clés pour manager dans ce contexte un petit peu d'incertitude. Dans un second temps, on aura Jérôme Galetti, le fondateur de Projective, qui va nous faire un retour d'expérience sur comment Projective a su travailler en phygital, ce mix entre physique et digital, et comment la posture de leader a évolué chez eux au cours de ce confinement. Dans un troisième temps, on aura Frédéric Chabert, la cofondatrice d'Effensi, qui nous apprendra à identifier notre point fort pour le travail collaboratif. Ça va être un atelier ludique dans lequel vous pourrez scanner un QR code, je ne vous en dis pas plus. Et dans un dernier temps, ce sera une prise de parole d'Hugo Manoukian, le CEO de MoveOne, qui va répondre à la problématique accompagner les équipes dispersées face aux nouveaux enjeux, les meilleurs outils, les pratiques managériales pour y arriver. Donc, c'est vraiment du clé en main pour vous et pour que vous repartiez avec toute une boîte à outils. Voilà, je n'en dis pas plus. On est parti du coup pour ce troisième webinaire. Florence, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Merci Clément. Je vais prendre la main donc, en partageant mon écran. Bienvenue à tous et ravi d'être avec vous pendant ce temps très, très contraint. Donc, la gestion du timing va être difficile. Alors,
Donc, effectivement, le sujet tel qu'il était posé, c'est accompagner et manager des équipes dispersées. Alors, dispersées, je vais faire un petit lien. Voilà, je pense que vous devez voir mon écran. Donc, quand on parle de disperser, de quoi parle-t-on? On parle de disperser, moi je le vois à plein d'endroits, géographiquement bien sûr. Quand je dis statistiquement, c'est dans le sens où, vous l'avez peut-être observé dans vos propres équipes et dans vos entreprises, on a vu des écarts de comportement, de gestion des émotions, des gens qui se sont révélés, d'autres qui ont un peu disparu ou qui ont eu beaucoup plus de mal à gérer. Donc, la crise a eu un effet révélateur, exacerbant des comportements ou au contraire, de manière très étonnante, des gens qui tout à coup se sont sentis beaucoup plus à l'aise dans cette crise. Et puis dispersés, je pense qu'il y a aussi une dimension mentalement, énergétiquement, émotionnellement. On voit des comités de direction, je vois aujourd'hui des comités de direction qui ne vont pas bien en fait. Donc voilà, il y a toutes ces dimensions-là et toutes ces dimensions-là qui en plus se jouent dans un environnement qui reste un environnement que j'appelle de haute incertitude, par analogie au fait de naviguer en haute mer, mais on est vraiment encore dans quelque chose de très particulier. Et j'ai coutume de dire qu'on a été un peu projeté, j'ai eu l'impression, dans une accélération, comme dans un accélérateur de temps qui nous a projeté vraiment au XXIe siècle et dans ce nouveau monde qu'on appelle nouvelle normalité, mais qui est le monde qui était en train d'émerger avant ce Covid. Donc, juste pour me présenter en quelques mots, pour que vous compreniez d'où je parle, donc je suis effectivement cofondatrice de Spindle. Juste en 2 mots, l'histoire de Spindle, c'est l'histoire d'une rencontre entre mon associé qui s'appelle Alexandre Boyer, qui est effectivement lui un entrepreneur depuis 23 ans, mais dans le monde du digital et un expert de l'agilité, et moi-même qui ai beaucoup entrepris, plutôt effectivement dans des domaines d'accompagnement, de transformation, avec toujours comme fil rouge et raison d'être le fait d'accompagner des équipes, des entreprises, des comités de direction à s'adapter et à faire face aux contraintes et saisir les opportunités. Et donc, ça fait 5 ans que l'on travaille ensemble avec Alexandre et 5 ans que l'on maille en fait nos expertises avec l'idée d'utiliser toutes ces méthodologies d'agilité au sens très large du terme et qui s'appliquent notamment aux organisations à ce contexte et à ce nouveau monde du XXIe siècle. Et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc, nous, en quelques minutes, évidemment, donc ça sera une toute petite partie, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on existe. C'est vraiment, et c'est pour ça qu'on existait déjà depuis 5 ans, pas seulement depuis le Covid. C'est vraiment accompagner les entreprises et les équipes à s'adapter à un environnement qui bouge très vite, qui est très incertain et complexe. Donc, ça tombe plutôt bien et les 3 sujets que l'on va voir ensemble sont ceux qui sont, vous avez là sous les yeux. Donc, tout d'abord, quelques mots quand même pour comprendre ce que ça signifie, cette incertitude et cette haute incertitude. Et on va partager également ça ensemble pour se mettre en dynamique. Ensuite, le sujet, c'est effectivement inévitablement l'adaptation, mais comment faire pour s'adapter en équipe et comment donc un manager peut faire avec son équipe. Et puis, je conclurai avec des repères clés qui permettent effectivement de répondre à cette question de la dispersion et de l'incertitude. Voilà, comment faire pour recentrer, rassurer, rassembler, remettre en énergie dans un contexte qui est complètement dispersant, insécurisant et consommateur d'énergie. Alors, c'est parti pour le sujet de la haute incertitude, comment naviguer en haute incertitude, et ça m'intéresse également de savoir comment vous percevez cette notion-là. Donc, je vais vous proposer 2 questions. Une première question qui est celle-ci. Qu'est-ce qui caractérise un contexte très incertain? Et comme on est nombreux en peu de temps, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le chat pour écrire les mots-clés qui vous viennent. Quand je vous dis effectivement contexte très incertain et qu'est-ce qui caractérise un contexte très incertain, voilà, spontanément, en mode un peu brainstorming, quels sont les mots-clés qui vous viennent à l'esprit? Si vous voulez bien, pour voilà, ceux qui le souhaitent, les noter. Et Clément va nous les lire, puisque comme je partage mon écran, c'est plus simple que ce soit lui qui le fasse. Bravo Clavier. Qu'est-ce qui caractérise un contexte très incertain? Quels sont vos mots-clés pour parler d'un contexte très incertain? Nos intervenants, n'hésitez pas aussi à jouer le jeu, à écrire dans le chat. On a 2 premiers mots. On a le doute, la vulnérabilité, la perte des repères habituels, VUCA, le manque d'horizon, le vide, le flou, les opportunités, la peur.
D'autres mots qui vous viennent en tête? Perte de contrôle, décision difficile, opportunité de nouveau. C'est bien, on a des personnes optimistes. Un contexte incertain, c'est des opportunités, c'est vrai. Une anticipation complexe, de la suspension, sortir de sa zone de confort, les changements imprévus, les changements rapides, le changement. On a eu d'un coup trois thématiques de changement: imprévu, rapide, changement de confort, osé, pivot permanent. On nous dit aussi. Très juste. Super. Ouais, super. Tout ça est très juste. Maintenant qu'on est bien imprégné de ça, je vous pose une deuxième question. Quelle posture vous adoptez en tant que… Alors, vous pouvez choisir en tant que personne ou en tant que professionnel RH, comme vous souhaitez. Quelles sont les postures qui vous semblent… Voilà. En général, on le fait spontanément, parfois de manière un peu plus réfléchie. Quelles sont les postures que vous adoptez pour faire face à un contexte très incertain? Même principe, vous écrivez dans le chat et Clément va nous partager oralement. Alors, il y en a plein d'un coup. Observatrice, ouverture, transparence, prise de recul, résilience, écoute ou repli suivant les jours, test and learn, créativité, tenter de rationaliser, écoute active, expression, écoute, pleine conscience, petits pas, simplification, écoute, adaptabilité, optimisme, éclectisme, active, connexion, optimisme. En tant que personne, communiquer encore plus et se rapprocher des collaborateurs, proximité avec les équipes, chercher à comprendre, brainstorming, questionner. Merci à tous, on a énormément de participation, c'est trop bien, rassuré, beaucoup de mots-clés. Super. Merci beaucoup pour tout ça. Vous allez voir que je vais les reprendre en grande partie juste pour vous repartager quelques éléments clés. Comme je vous l'ai dit, ça fait pas mal d'années qu'on travaille sur ces sujets. Et pour vous mettre en évidence voilà, les éléments qui nous semblent majeurs, et c'est très cohérent avec ce que vous avez dit, hein, ça reprend juste. Un environnement très incertain, c'est un environnement complexe en fait. Parce que quand vous avez plein de variables incertaines qui interagissent les unes sur les autres, vous générez obligatoirement de la complexité. La complexité, étymologiquement, ça veut dire ce qui est tissé ensemble. Et si vous vous intéressez à ce sujet, évidemment, je vous invite à relire Edgar Morin, qui a nous a énormément expliqué comment fonctionne un environnement incertain. Et là, j'avoue qu'en général, je dois donner beaucoup d'exemples, mais là, j'ai absolument pas besoin, parce qu'on le vit tous les jours. C'est-à-dire, on voit bien qu'on est face à tout un tas de, si je prends une analogie, de cordes mélangées, et que si je tire un bout d'une corde d'un côté, ça va avoir des impacts de l'autre côté, à des endroits que je ne peux absolument pas prévoir. Et donc, effectivement, ce qui est très difficile, et vous en avez parlé, c'est la difficulté d'anticiper et de contrôler, ce qui devient quasiment impossible, en fait. Donc, les conséquences de ça, et on va y revenir après, c'est que les outils, les organisations, les processus habituels de planification, de gestion, tout ce à quoi on est habitué ne fonctionne plus. Et ça veut dire qu'effectivement, c'est un bon moment pour se réinventer. Et d'ailleurs, je trouve que les équipes, les comités de direction, les RH l'ont beaucoup fait pendant cette période de manière extrêmement pragmatique, en fait. Donc, l'enjeu, c'est aussi de capitaliser sur toutes ces bonnes pratiques et ces nouveaux modes de fonctionnement qui ont été mis en œuvre. Et effectivement, l'incertitude est source de peur, mais aussi d'opportunités. Comme je suis entrepreneur, je regarde beaucoup les opportunités. Et c'est vrai que derrière chaque contrainte, pour moi, il y a au moins 2-3 opportunités. Et voilà, je trouve ça intéressant d'avoir cette approche-là de aussi focaliser sur les opportunités. Alors, très rapidement, sur un plan personnel et professionnel, je vais aller très vite. Effectivement, le mot-clé, c'est peur. L'incertitude a généré et génère encore énormément de peur. Quelques clés sur la peur. La peur est plus rapide que la pensée. Elle est plus contagieuse que le Covid. C'est l'ennemi du manager et du RH. Pour le dire autrement, si le manager est super stressé, que lui-même il est dans ses peurs, ça va évidemment être contagieux. Y compris à distance. Hein. Ça se contamine aussi via les écrans, pas seulement en présence. Donc, il y a quelques clés pour réduire ces peurs. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Ça pourrait faire l'objet évidemment d'un atelier en tant que tel. Simplement, effectivement, il y a quelques clés sur le fait de les accepter et de les exprimer, pas forcément à ses collaborateurs d'ailleurs, ça dépend de l'équipe qu'on a.
En revanche, il y a une clé sur laquelle je voudrais vraiment insister, c'est que, et c'est prouvé scientifiquement, il y a plein d'expériences qui ont été faites en la matière, rassurer fait peur, mais faire parler rassure. Donc effectivement, quand vous dites l'une des clés, l'une des postures, c'est d'écouter, c'est une clé absolument essentielle. Et donc de faire parler au maximum, de prendre le temps avec les équipes, les collaborateurs, d'échanger pas que collectivement, d'échanger individuellement, pour permettre à chacun d'exprimer ses peurs. Donc, pour un manager, naviguer ou manager en haute incertitude, ce que je vous propose, la conclusion de ça, qui est un peu enfoncer une porte ouverte, c'est, pardon, je suis allée un peu vite, c'est vraiment d'accepter qu'on ne sait pas. Et accepter qu'on ne sait pas, c'est super difficile, puisqu'on a été formé pour savoir, on est, a priori, en théorie, on pense qu'on est payé pour savoir. Or, la bonne posture dans cette haute incertitude, c'est vraiment d'accepter de ne pas savoir. Et que tout ce qu'on a, toutes nos croyances, nos convictions, etc., qui étaient vraies hier, ne sont peut-être plus vraies aujourd'hui et le seront encore moins demain. Et ça, c'est un vrai reparamétrage reset de nos modes de fonctionnement habituels. Parce que c'est à peu près la seule clé qui va nous permettre réellement de nous adapter. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'allais dire sur le papier, on peut adhérer. Dans la pratique, c'est concrètement, on fait comment pour partir du fait qu'on ne sait pas et pour autant agir, décider, manager au quotidien. Donc, c'est le travail que l'on a fait chez Spindle. Et on s'est dit, effectivement, la seule solution, c'est de s'adapter. On n'a pas trop le choix, finalement, puisqu'on ne peut pas trop anticiper, on ne peut pas trop contrôler. Il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire. Donc, il faut s'adapter. Mais après, concrètement, ça veut dire quoi s'adapter? Et ça veut dire quoi s'adapter en équipe? Puisque là, on est en plus sur un sujet de management. Donc, les travaux qu'on a menés nous ont amené à se dire, en fait, s'adapter, ça veut dire actualiser. Mais qu'est-ce qu'on actualise? Donc, ça veut dire aussi qu'évoluer dans l'incertitude, c'est actualiser. Et ça veut dire aussi que c'est actualisé en permanence. C'est-à-dire, c'est pas seulement j'actualise comme un logiciel et puis un mois plus tard, 6 mois plus tard, je vais réactualiser. C'est comment j'actualise en permanence avec mon équipe toutes les semaines dans des rituels, des réunions, des choses que l'on partage. Et donc, on est arrivé à modéliser cette actualisation et comment cette actualisation peut opérer en équipe. Et donc, de manière très simple, qu'est-ce qu'on actualise individuellement et collectivement, parce que ce modèle, il fonctionne aux deux niveaux. On actualise déjà nos cartes mentales. Alors, je pense que Frédéric en reparlera certainement tout à l'heure, mais c'est hyper intéressant. Je pense que ça fera des liens avec son intervention. On actualise donc derrière carte mentale, il y a tout ce qu'on a en tête, toutes nos croyances, nos convictions, nos habitudes, voilà, tout ce dont nous sommes convaincus. Et cette carte mentale, elle est importante parce que c'est avec ça qu'on regarde le monde et donc que l'on pense, que l'on agit, que l'on décide. Et l'autre élément que l'on va actualiser, évidemment, c'est la manière dont on interagit. Donc, la manière dont on interagit au sein de l'équipe, dont le manager interagit avec son équipe, mais c'est aussi la manière dont on interagit avec nos collègues, avec nos clients, avec nos parties prenantes. Et ce qu'on retrouve là, c'est, là je fais un petit clin d'œil aussi à Edgar Morin qui nous a bien expliqué que pour penser, agir dans la complexité, il faut opérer par boucle. Et que le mode de pensée auquel on est habitué, qui est un mode de pensée analytique, qui sépare, un mode de pensée très logique, très rationnel, ne fonctionne pas dans la complexité. Parce que plus vous découpez un problème complexe en sous-problèmes, plus vous augmentez le niveau de complexité. Et donc, en fait, la seule façon de faire, c'est d'opérer par boucle. Et c'est là où on retrouve aussi des éléments d'agilité. Donc, comment on opère par boucle pour faire en sorte que chaque semaine en équipe, on puisse actualiser la façon dont on voit le monde, la façon dont nos convictions et puis la manière dont on interagit en interne et en externe. Eh bien, en fait, on va opérer par boucle, vous allez voir à travers différentes étapes, sachant qu'au cœur de cette adaptation, ce qu'on met nous, c'est la raison d'être. La raison d'être de l'équipe, la raison d'être du service. Le gros avantage de la notion de raison d'être, c'est que c'est un des repères dans l'incertitude, puisqu'une raison d'être, vous n'allez pas la changer tous les 3 mois, tous les 6 mois, et même pas forcément tous les ans. C'est un point de repère stable, en fait, dans la tempête. Donc, on va énormément s'appuyer sur cette notion de raison d'être. Et en plus, l'avantage de la raison d'être, c'est que ça donne beaucoup de motivation, de sens, et ça donne de la motivation intrinsèque, qui est bien plus puissante que la motivation extrinsèque.
Et donc, on va avoir notre raison d'être comme un cap, comme un phare dans la tempête. Et par rapport à ça, on va observer, est-ce que notre raison d'être, on parvient à lui donner vie et on est content de la manière dont elle se manifeste, ou est-ce qu'au contraire, il y a des écarts et d'une semaine à l'autre, effectivement, ça peut changer parce que l'environnement bouge énormément. Et donc, on va observer. Une fois qu'on a observé, partager ce qu'on a observé, ce qu'on a vécu par exemple en équipe depuis une semaine, ce qu'on a observé des clients, ce qu'on a observé d'un point de vue financier, ce qu'on a observé à différents niveaux, pour réfléchir ensemble à quelles sont nos options, qu'est-ce qu'il faudrait, comment s'adapter pour les jours qui viennent. Et donc, nous on appelle ça orienter, pour identifier des hypothèses, décider très rapidement, je vais revenir tout à l'heure comment, et agir de manière à ce que, par exemple, entre ce qu'on appelle des temps de synchronisation en équipe, on puisse opérer ces boucles, chacun à son niveau dans ses rôles, et repartager de nouveau de manière à ce que l'équipe ensemble puisse s'adapter et actualiser chaque semaine en fonction de ce que chacun a pu observer. Et donc, il va y avoir là quelques notions clés qui sont des choses que l'on connaît parfois, mais qu'on n'a pas toujours comment dire, une facilité à partager. Il y a une première notion qui est fondamentale pour s'adapter et actualiser, qui est la notion d'écart. C'est-à-dire que ce qui a de la valeur, c'est évidemment d'observer des écarts entre ce que j'aimerais voir et ce dont j'étais convaincue avant d'observer et ce que j'observe dans le réel. Et donc, tous les écarts qu'on appelle parfois en anglais, on parle de tensions, ont énormément de valeur. Il n'y a pas forcément d'émotion derrière, c'est juste j'observe des écarts entre ce que je pensais observer et ce que je vois. Et l'une des grandes clés, c'est que ces écarts, il faut les mettre sur la table. Or, ça, c'est pas évident parce qu'on est dans une culture, notamment en France, qui est assez latine, où parfois, on a peur de froisser, on a envie qu'il y ait de l'harmonie, du consensus, que ça se passe bien. Or, quand j'ai observé un écart qui peut être lié en tout cas à un rôle ou à quelqu'un d'autre dans l'équipe, pour autant, il faut mettre cet écart sur la table. Parce que si je ne le mets pas et je le mets sous le tapis, on ne pourra pas actualiser, on ne pourra pas changer notre manière d'agir tous ensemble. Donc, la notion d'écart, elle est majeure. Et là, il y a un vrai travail à faire que l'on fait, nous, en mentoring, en accompagnant les équipes, pour apprendre à faire ça, apprendre à mettre ces écarts sur la table pour que la boucle puisse opérer. Parce que l'écart, c'est l'essence de cette boucle. C'est ce qui lui permet de tourner, de fonctionner. Ensuite, ensemble, on va pouvoir se dire, OK, on a essayé quelque chose, ça n'a pas marché, on voit bien que là, ce n'est pas encore ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça fonctionne mieux? Donc, on va identifier quelques hypothèses et on va décider très rapidement. Alors, il y a une vraie clé là sur la décision rapide, avec des méthodos aussi qui permettent de faire ça. L'enjeu n'étant pas de se dire quelle est la meilleure solution qu'on pourra imaginer et de prendre un mois pour le faire, mais juste de se dire quelle est l'hypothèse qu'on choisit d'expérimenter et quelle est la première action que l'on peut mettre en œuvre en limitant les risques, mais le premier petit pas que l'on va pouvoir faire pour savoir si cette hypothèse est juste. Quand vous êtes devant une grotte toute noire, la seule chose que vous pouvez faire quasiment, c'est prendre une lampe torche et rentrer dans la grotte pour regarder ce qu'il y a. C'est exactement ce qu'on va faire. Et donc, on va poser des hypothèses très, très vite, se dire, OK, allez, on essaye celle-là. Quelle est la prochaine étape, le petit pas que l'on peut faire pour expérimenter ça? Et donc, on va expérimenter, agir, prendre du feedback, regarder ce qui se passe, comme le disait Clément, prendre du feedback des participants au webinaire, prendre du feedback des clients, des gens qui ont vécu cette expérimentation. Et de nouveau, on se retrouver pour observer, partager les écarts, etc. Donc, pour manager en incertitude, ce que l'on va faire, c'est opérer ensemble avec l'équipe ce type de boucle, qui est une vraie façon différente de fonctionner. Pardon, je suis allée un petit peu vite. Et donc, ce mode opératoire-là, encore une fois, je le redis, se met en place avec des processus très simples de réunion, de prise de décision, etc. Et ce qui est très important aussi, c'est de se dire que ça fonctionne pour une équipe, ça fonctionne pour un individu, c'est-à-dire ce modèle est le même pour un individu. Il fonctionne également pour à l'échelle d'une organisation ou à l'échelle d'un projet. Donc, c'est très intéressant parce qu'il y a un phénomène comme ça de poupée russe qui fait que si on a dans une entreprise, toutes les équipes font ça et qu'on arrive à faire remonter évidemment et avoir des connexions entre les équipes,
eh bien, on arrive à avoir de l'adaptabilité et donc de l'agilité à l'échelle de toute une organisation. Et pour finir juste sur cette partie-là, ce que je voudrais partager avec vous, c'est justement ce nouveau modèle d'organisation et de management du 21e siècle, qui en fait, qu'on a vu émerger, qu'on voit émerger depuis, on va dire, les années 2000 ou un peu avant pour les plus pionniers, et qui est clairement un modèle qui est adapté à un environnement incertain, changeant, interactif. Et ce modèle-là, on le sait tous, je vais le redire et je vais vous remettre quelques mots-clés, il repose sur des organisations beaucoup plus plates, avec de l'autonomie au niveau de chaque individu. Donc, les petits cercles que vous voyez, ce sont des individus, mais ce sont aussi des rôles. Et chacun peut faire à son niveau dans ces différents rôles cette boucle OODA. Et plus chaque individu est autonome pour opérer cette boucle, plus ça va permettre à l'ensemble de l'organisation et de l'équipe de le faire. Et donc, ce qui est très intéressant et important d'un point de vue managérial, c'est de voir que, effectivement, le comportement que l'on va privilégier, c'est effectivement un comportement d'autonomie. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé dans le confinement est hyper intéressant parce que, inévitablement, il y a eu plus d'autonomie par contrainte. Ça a mis en difficulté certains managers. Et d'ailleurs, c'est là où on a vu les collaborateurs qui étaient déjà très autonomes et qui, du coup, sont sortis peut-être plus facilement. Alors, avec le bémol, effectivement, que ceux qui avaient des enfants à gérer, etc., ou dans des contextes plus difficiles, ça venait évidemment largement pondérer l'histoire. Mais quand même, le degré d'autonomie a été absolument majeur dans cette histoire. Et plus l'individu était déjà autonome, plus ça a été facile pour lui de gérer la situation. Ce qui est important dans ces modèles-là, c'est que le but que l'on vise, c'est l'adaptation. Donc, ça n'est plus, comme au XXe siècle, l'excellence de sortir le produit parfait, le service parfait et de mettre 2 ans à le sortir. On est sur quelque chose de beaucoup plus rapide et donc on a besoin plutôt de se remettre dans une configuration qui est de viser prioritairement, on va dire, l'adaptation. Ce qui ne veut pas dire qu'on va dégrader totalement la qualité, bien évidemment. Après, ça a plein d'impacts sur le fonctionnement d'une organisation, puisque derrière, ça veut dire qu'on est sur des principes de gouvernance, on va dire plus de subsidiarité, de donner effectivement plus le droit à l'erreur. Les écarts ne sont pas considérés comme des fautes, mais au contraire comme des opportunités, comme des leçons. On est sur quelque chose évidemment de beaucoup plus participatif, de beaucoup plus plat, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait trop long. Et puis, ce qui va être important, et ça fait un peu le lien avec le modèle d'avant, c'est comment ces personnes qui ont de l'autonomie dans leur rôle vont évidemment se synchroniser pour ensemble, à chaque fois que c'est nécessaire, opérer ces boucles OODA, observe, oriente, décide, agit. Alors, pour terminer, je crois que je suis à peu près dans les temps, Clément. Je voudrais juste vous proposer une synthèse de ces nouveaux repères auxquels je crois fortement et que je pratique aussi dans mes entreprises. Puisqu'en fait, si on reboucle par rapport à l'incertitude, la grande difficulté d'un environnement incertain, on l'a vu, c'est qu'il génère beaucoup de peur. Et donc, plus il y a de peur, plus il y a besoin d'avoir des repères. Sauf que plus il y a d'incertitude, plus ces repères sont mouvants. Donc, comment fait-on pour donner des repères dans un environnement qui change tout le temps? Donc, ça veut dire qu'il faut trouver des nouveaux repères. Les repères d'hier, par exemple, les feuilles de route, les Excel, plans d'action à non plus finir, les stratégies à 3 ans, tout ça ne peut plus constituer des repères fiables. Donc, les repères que je vous propose en conclusion sont les suivants. Le repère de la raison d'être que j'ai déjà évoqué, qui me semble absolument majeur parce que la raison d'être, c'est un repère qui est vraiment un phare dans la tempête. Et ce n'est pas une raison d'être, il y a des raisons d'être. Il y a la raison d'être de l'entreprise, de la BU, du service, de l'équipe. Et puis, chacun dans ses rôles, on peut avoir aussi des raisons d'être. Chaque individu aussi, connaître sa raison d'être au travail, c'est absolument fondamental. On va avoir une deuxième clé, je l'ai évoquée, qui est l'autonomie, pour essayer, expérimenter, oser mettre les écarts sur la table, qui est un vrai apprentissage dans nos cultures. Sur le sujet de la stratégie, c'est hyper intéressant parce que là aussi, est-ce qu'on arrête de faire des stratégies ou d'avoir des stratégies? On ne va pas arrêter pour autant. Simplement, ce n'est plus du tout la même nature de stratégie qu'on va mettre en place. Et ce qu'on va mettre en place, c'est ce que j'appelle des stratégies dynamiques qui sont déclinées en priorité et on va s'aligner au sein de chacune des équipes et au sein d'une organisation sur les mêmes priorités.
Si à un moment donné, vous avez parlé de pivot tout à l'heure, il faut pivoter très vite, il faut que tout le monde pivote en même temps et qu'on mette tous de l'énergie sur les mêmes choses, les mêmes tâches, les mêmes sujets, les mêmes projets. Donc, par exemple, chez Spindle, tous les mois, on redéfinit en ce moment nos stratégies dynamiques et nos priorités. J'ai un client, pour ne pas le nommer, au sein d'Orange, où ils ont décidé pendant le confinement, tous les 15 jours, ils redéfinissaient leurs priorités et toute la BU se réalignait sur les mêmes priorités. Donc là, il y a un vrai changement aussi dans la manière de gérer cette notion de stratégie et de priorité. Bien sûr, des rituels courts et fréquents. Plus ça bouge, plus il faut et plus en plus il y a de la peur, plus c'est important d'avoir des rituels fréquents, courts. Là, je ne vais pas insister parce que ça a été beaucoup fait, je trouve, dans beaucoup d'entreprises ces dernières semaines, ces derniers mois. En revanche, peut-être une chose, c'est important d'avoir des rituels de nature différente. Et pour s'adapter, c'est important évidemment d'avoir des rituels de REX, des rituels de régulation aussi, des rituels de créativité, etc. Et enfin, effectivement, pour s'adapter ensemble, l'idée, ça va être, et le fil rouge, ça va être d'actualiser ensemble. C'est juste pour revisiter le mot-clé que j'ai utilisé avec vous. Et actualiser ensemble, ça veut dire apprendre ensemble. Donc, apprendre ensemble, ça veut dire aussi derrière des nouvelles postures d'humilité, des postures encore une fois, une autre relation à l'échec, à l'erreur. Et ça peut être des changements importants pour les managers. Voilà, je vous propose de partager vos questions. Et je crois que je suis dans le timing, Clément. Je te redonne la main peut-être sur cette partie. Parfaitement dans le timing, Florence, puisque tu avais jusqu'à 35 et il est 35, pile. On n'a pas de questions pour le moment dans le chat, on a des remerciements en revanche. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet Q&A ou dans le chat si vous en avez. Moi j'en ai une pour toi en attendant, Florence. Tu as beaucoup parlé de cette idée de raison d'être autour de laquelle il fallait travailler en fait, mais tu as aussi évoqué que cette raison d'être, elle pouvait être différente d'une BU à l'autre, d'une équipe à l'autre. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là si on a des raisons d'être qui potentiellement viennent se heurter ou sont en conflit? Alors en fait, la façon dont on opère, c'est qu'il faut déjà qu'on ait la raison d'être de l'organisation, de l'entreprise. Ça marche aussi dans le public d'ailleurs. Et après, quand on travaille les raisons d'être des autres services ou entités, on va évidemment prendre en compte cette notion de cohérence et d'alignement. J'ai rarement vu en fait des raisons d'être qui s'opposaient. C'est un peu comme, il y a une histoire de clé de voûte, c'est-à-dire que la clé de voûte, ça va être la raison d'être de l'organisation. Donc, si l'organisation n'a pas de raison d'être, l'équipe peut définir sa raison d'être comme elle le souhaite. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus d'entreprises qui ont des raisons d'être. Il y a tout un courant, il y a même des associations qui prônent, et puis le pacte, la nouvelle vision de l'entreprise qui légalement pousse à avoir une raison d'être. Donc, en fait, quand on travaille après au niveau des BU ou des services, on va évidemment prendre en compte la raison d'être de l'organisation et s'assurer qu'on est aligné. Et il y a aussi, au niveau d'un comité de direction, par exemple, le fait de s'assurer qu'effectivement, les raisons d'être des différentes entités ou des projets, par exemple, parce que ça peut être aussi un projet, ne soient pas antinomiques et se maillent correctement. Super, merci beaucoup, Florence. On a une question qui a l'air d'être plutôt une remarque en fait, mais je te la lis. Je partage complètement tout ce qui a été présenté. La difficulté rencontrée dans ce contexte, selon mon expérience, est la grande difficulté de tous les acteurs à se coordonner. En bref, tout le monde fait la même chose en ordre dispersé. Est-ce que tu souhaites réagir là-dessus? J'aurais besoin de savoir de quels acteurs on parle. Est-ce que ce sont des acteurs au sein d'une même entreprise ou j'aurais besoin de cette précision pour répondre? Du coup, si la personne qui a posé cette question peut nous préciser s'il s'agit d'acteurs au sein de la même entreprise, pas? Oui, au sein de la même entreprise. Ok. Alors, j'en ai pas parlé là parce que ce n'était pas l'objet de l'intervention, mais il existe des modes opératoires qui permettent de synchroniser les différentes équipes entre elles et de se coordonner et d'avoir
cette actualisation et cette synchronisation au sein d'une entreprise. Voilà, ça existe et il y a des modes opératoires pour faire ça, mais je ne peux pas rentrer dans le détail. En revanche, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi et on en discutera. C'est un autre sujet qui est comment on fait à l'échelle de toute une organisation pour que toutes ces équipes qui s'actualisent puissent actualiser globalement ensemble l'organisation et que tout ça soit en cohérence et en synchronisation avec une équipe de direction. Parfait, merci Florence. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans cet onglet Q&A. Florence pourrait répondre à l'écrit après. Et dans tous les cas, je le répète, vous aurez accès bien évidemment à la présentation de Florence, mais aussi à ses coordonnées si vous souhaitez la contacter par la suite. Oui, et puis il y a d'autres ateliers plus longs évidemment pour expérimenter, mais vous aurez ça dans le document que Clément va vous envoyer. Merci beaucoup. Merci Florence. Maintenant qu'on a vu grâce à Florence vraiment une méthodologie pour manager dans l'incertitude et un apport très théorique, j'ai envie de dire, je pense que ce qui est intéressant à faire, c'est de faire, comme toujours dans ces cas-là, de compléter la théorie avec la pratique et du coup d'avoir un retour d'expérience concret de quelqu'un qui a vécu ça. Et c'est pour ça qu'on va avoir notre expert, Jérôme, qui va intervenir pour parler de chez Projectif, comment ils ont fait pour travailler en Figital et comment ça s'est passé. Jérôme, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Je suis donc avec Emmanuel, avec qui on va intervenir. Donc, Projectif est un conseil en innovation qui intervient sur la co-transformation des organisations, de l'espace et du digital des populations du CAC 40. Et puis, on va donc parler de notre évolution au cours des 3 derniers mois. Cette évolution qui part du physique, puis du tout digital, et aujourd'hui ce qu'on appelle le physique et le digital. Ce qui est intéressant sur notre expérience, c'est que ça fait déjà 4-5 semaines que nous sommes en déconfinement. Donc, on a une petite expérience sur le retour et on va partager en fait toutes nos erreurs que l'on a fait pendant ces 3 derniers mois pour manager nos équipes dispersées, et puis on va partager évidemment ce qu'on a fait pour avancer. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que donc on est un petit écosystème de 80 personnes, donc ça donne un peu l'échelle de quoi on parle, divisé en 3 populations, donc des consultants d'organisation, des architectes et puis des ingénieurs. Évidemment, on n'est pas tout à fait parti de rien parce que ça fait 7 années qu'on travaille sur le digital. Chaque personne, et quand je dis chaque personne, c'est vraiment toutes les personnes de Projectif jusqu'au dernier arrivant, jusqu'au dernier stagiaire, est équipée de tout digital, c'est-à-dire d'une montre connectée, d'un iPhone dernière génération, d'un iPad Pro, d'un PC portable et au connecteur, notre bureau en fait, on a beaucoup d'outils d'expérimentation en robotique, on a Pepper, on a Wabot, on a beaucoup de réalité virtuelle. Donc, on n'est pas totalement parti de rien. On a un effectif globalement très motivé sur l'innovation. On a par exemple un petit budget de 2 000 € pour chaque personne à dépenser sans aucune justification. C'est-à-dire, si 5 personnes se mettent ensemble, elles ont 10 000 € sans aucune justification. La seule justification qu'elles ont à faire, c'est de ramener leur innovation en Geek Session le vendredi et de nous convaincre ou de convaincre une partie de l'effectif d'évoluer sur un nouvel outil. Voilà. Donc, on n'est pas totalement parti de rien sur le plan digital, mais cependant, on a beaucoup évolué au cours des 3 derniers mois et puis on a fait pas mal de petites erreurs. Donc, je vais vous parler de l'organisation des événements qu'on appelle donc Figito maintenant, puisqu'on est de retour de confinement. Et puis, dans un second temps, je vous parlerai de l'évolution, quelle est l'évolution de nos leaders, comment ils ont évolué, quelles ont été leurs difficultés. Donc, tout à l'heure, on a parlé là juste avant de rythme et rituel. Et ça, c'est vraiment effectivement un sujet qui a été très important pour nous. On va vous parler aussi de partage et d'interaction et comment on était obligé d'évoluer sur ce sujet-là. Et puis, comment il a fallu qu'on augmente
notre organisation, comment il a fallu qu'on minute et qu'on évolue sur nos organisations d'événements. Alors, on va commencer par les rythmes rituels. Alors, nous, on avait quelque chose qui n'était pas trop mal et qui était assez adapté au digital, je dirais, c'est qu'on a 2 à 3 événements hebdomadaires qui prend l'ensemble de l'effectif. Et donc, ça nous a bien servi et je pense que c'était assez adapté à la période digitale. Plus, on a effectivement des événements sportifs, je dirais, hebdomadaires, 3, 4, qui se sont transformés en quasiment quotidiens. Mais dans les événements que l'on a pour l'ensemble de l'effectif, on a un premier événement qui est l'e-café du lundi matin, qui normalement est quelque chose autour d'un petit déjeuner qui peut se prolonger sur le déjeuner. Et puis, on a le vendredi midi une culture partagée qui est en fait du réseau apprenant, qui peut se transformer en geek session, qui peut se transformer en présentation interactive avec, je dirais, des extérieurs, mais aussi beaucoup d'internes. Et je complète, Jérôme, en fait, ce qu'il a fallu très vite faire, c'est donc bien sûr maintenir ces rendez-vous hebdomadaires, les augmenter, hein, comme Jérôme l'a dit, avec notamment les rendez-vous sportifs, mais c'est aussi les transformer. On a vraiment transformé le contenu de ces événements, puisque le café du lundi matin, en physique, avant le confinement, était un événement qui était vraiment dédié au planning et à l'organisation des équipes, puisque effectivement, comme Jérôme l'a dit, on travaille sur des projets et donc on a les ingénieurs, les designers, les architectes qui interviennent tout au long de ce projet, et donc on doit organiser évidemment les équipes, et ça on le fait normalement le lundi matin. Et donc il a fallu qu'on transforme ce rendez-vous du lundi matin, puisqu'en digital c'était beaucoup moins riche et interactif de maintenir un format planning. Donc on l'a enrichi en parlant bien sûr de l'actualité de l'écosystème, mais aussi en faisant intervenir les équipes sur différents sujets inspirants. Donc vraiment, il y a eu une transformation de rendez-vous planning vers rendez-vous inspirant. De la même façon, notre culture partagée du vendredi, quand elle était en physique uniquement, était ouverte à l'écosystème et était sur des sujets d'inspiration. Là, on a voulu, avec le digital, saisir l'opportunité de pouvoir l'ouvrir justement beaucoup plus largement au-delà de notre écosystème, à nos partenaires, à nos clients. Et donc, bien sûr, il a fallu revoir aussi le contenu fort de cette ouverture. Oui. Donc, je dirais les erreurs qu'on a fait, c'est qu'on est d'abord resté sur un format de temps qui était grosso modo d'1h30 à 2h, et c'était beaucoup trop long. Donc, il a fallu qu'on densifie en fait ces événements, parce que l'attention est beaucoup plus importante en fait en digital, et donc on fatigue beaucoup plus vite. On s'est aperçu que donc le maximum de nos interfaces c'était 1 heure. Donc, on a beaucoup concentré. On a pensé aussi que augmenter en fait le nombre de sujets et d'intervenants pouvait donner du rythme. Donc, on est passé en fait du physique à deux intervenants, je dirais, sur un e-café, à 7 sujets traités en 1 heure dans le e-café. Mais on s'est aperçu que ça ne suffisait pas. Et donc, on s'est aperçu que le partage et l'interaction alors, on reviendra sur les images après. Mais, non, mais vas-y. On trouvait intéressant d'illustrer ce retour d'expérience par des visuels de balades très récentes, justement, du déconfinement, avec les équipes qui sont revenues en physique. Donc là, vous avez du coup l'opportunité de voir un petit peu l'agence et notre capacité à être très modulable dans les configurations. Donc là, on a à la fois des équipes qui sont en physique et également certains qui sont restés à distance, avec lesquels on interface, avec bien sûr du coup une multitude d'écrans pour qu'on puisse, que tout le monde puisse interagir, respecter la distanciation, et également pouvoir être à la fois connecté visuellement avec les visages de chacun sur Zoom, mais à pouvoir maintenir justement les visuels des présentations.
Donc là, voilà, vous avez des C'est la- captures d'écran de la façon dont on a continué à interagir en physique et en digital. Voilà, donc ça c'est à distance, c'est la vision à distance en fait des positions de travail. À droite, on le voit avec un poste fixe, plus un iPad, plus un téléphone, et puis sur la gauche, on le voit avec le PC portable. Ensuite, on voit ici que il est très important en fait d'utiliser les écrans à la fois pour voir les personnes à distance, mais aussi de voir sur l'écran de droite là, les contenus. Donc voilà, ça fait partie des organisations qu'on doit préparer. À droite, vous voyez en fait les distanciations qui sont respectées, mais ça voulait dire que au lieu d'être sur un seul lieu, il a fallu qu'on soit sur plusieurs lieux physiques en même temps pour répartir l'effectif. Voilà. Donc, partage et interaction, donc maintenant, voilà, ça fait partie des choses que l'on n'a pas assez intégrées dès le départ, qui n'étaient pas forcément nécessaires ou plutôt spontanées dans le physique. Mais évidemment, très rapidement, de Zoom, on est passé à une multitude d'outils de type Klaxoon, Google Forms, d'interfaces, d'interaction, de manière à intégrer l'effectif dans ces événements. On s'est aperçu que en fait, l'endormissement progressif, c'était une chose qu'il fallait, il fallait vraiment lutter au fur et à mesure des semaines. On fait aussi attention à faire intervenir l'ensemble de l'effectif dans un mois. C'est-à-dire qu'on a un 360 complet sur les présentations, les pitchs qui sont faits donc, dans les e-cafés et dans les cultures partagées. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il a fallu qu'on améliore et qu'on augmente dans le rythme. Là, justement, vous avez un exemple d'interaction. Ça, c'est le rituel de la météo intérieure qu'on a mis en place justement quand on est passé sur le format digital du café du lundi matin, puisque de façon informelle, le lundi matin, les gens se racontaient leur week-end, prenaient des nouvelles, enfin ceux qui avaient envie de le faire. Et il a fallu, bien sûr, pour recréer du lien, maintenir la cohésion, qu'on donc formalise cette prise de nouvelles et ce bonjour du lundi matin via la météo qu'on a donc organisée via Klaxoon. Donc chacun postait une image, un mot, un dessin. Vous voyez, on a par exemple en haut une archi qui avait dessiné une maison qu'elle avait trouvée jolie dans une rue de Paris. Et après, bien sûr, chacun devait, ceux qui le souhaitaient bien sûr, commenter ce qu'ils avaient posté pour expliquer un peu l'humeur dans lequel ils se trouvaient. Autre exemple d'interaction, de la facilitation graphique. Ça, c'était à l'occasion d'une culture partagée où on a une architecte justement qui, de façon spontanée, a pris son crayon et a fait de la facilitation graphique sur une présentation de retour d'expérience d'un voyage inspirant à San Francisco qu'on a organisé pour l'écosystème. Et donc, sous format de vidéo, à partager cette facilitation graphique. Voilà, en termes d'organisation, bien sûr, on a commencé l'organisation de ces événements, la continuité de ces événements avec deux personnes comme à l'habitude, et on s'est vite aperçu que l'organisation digitale demandait beaucoup plus d'intervenants. Bien sûr, en plus de l'animateur et puis je dirais, du support digital nécessaire, on s'est aperçu que, et en plus bien sûr des présentateurs divers et variés, souvent ce sont des équipes chez nous de 3 personnes, eh bien il a fallu rajouter un modérateur commentaire comme on a aujourd'hui, mais aussi un modérateur facing qui puisse voir au travers des têtes des différentes personnes si la tension baisse ou si le besoin d'interaction est nécessaire.
Et c'était d'autant plus important que, comme je vous l'ai dit, on a ouvert ces cultures partagées à nos clients et à des partenaires. Et donc, bien entendu, l'idée, c'était non seulement de les nourrir, de les inspirer au travers de ce qu'on pouvait leur présenter, mais de les faire réagir et d'interagir avec eux. Donc, c'était d'autant plus important qu'il y ait quelqu'un chez nous qui soit là pour, en digital pour relancer les questions et veiller à ce que chacun puisse participer. Voilà, évidemment, une micro-organisation de ces événements. Ici, on voit sur la gauche un animateur en fait en physique. Donc, les personnes à distance, le document sur lequel on discute dans le fond. Et sur la droite, on voit en fait deux personnes, en fait un petit groupe de 3 personnes, dont la 3e personne est en digital, pour présenter avec les 2 personnes en physique. Voilà, donc beaucoup de possibilités en fait dans ces présentations digitales, mais beaucoup de besoins d'organisation. Peut-être qu'il y a des questions d'ores et déjà ou des remarques en fait sur nos erreurs et nos évolutions, des petites suggestions. Il y a eu une question pour le moment de Carole qui demandait est-ce que ça n'est pas plus difficile d'avoir plusieurs personnes sur site et les autres à distance que tous à distance? J'ai pas compris le début de la question, pardon Clément, j'ai pas bien entendu. Parce que est-ce que ça n'est pas plus difficile d'avoir des personnes sur site et des personnes à distance que d'avoir tout le monde à distance? Tout à fait. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, évidemment, il y a des pratiques qui sont, en fait, des tâches qui sont plus faciles si on a une majorité de personnes en physique. Et je te reprends 2 secondes de Jérôme, parce que Carole précise dans le contexte d'une réunion. Oui, d'accord, dans le contexte d'une réunion. En fait, aujourd'hui, et c'est ça, moi j'insisterai en fait sur la leçon principale en fait du déconfinement, c'est que maintenant on n'envisage plus la moindre réunion, la moindre idéation, la moindre hybridation, la moindre réunion de décision, etc., sans à la fois des personnes en physique et des personnes en digital. C'est plus compliqué évidemment donc dans l'organisation, mais je dirais dans un CODIR, par exemple, où il est acceptable d'avoir le directeur commercial qui vous dit bah non, je serai à Lyon à tel CODIR, ou le directeur de site de production qui vous dit bah non, ça, je suis en Chine, etc. Non, aujourd'hui, dans l'après-Covid, tout ceci est totalement inacceptable. Une personne qui n'est pas là physiquement est forcément là en digital. En plus, on voit que chez nous, ça nous donne la possibilité de faire intervenir notre relationnel à San Francisco, à Amsterdam, beaucoup plus fréquemment dans nos cultures partagées. Ça nous permet sur nos dossiers de faire intervenir des gens à distance et des spécialistes beaucoup plus pointus dans des contextes qui étaient économiquement pas possibles avant. Et je pense que ça, c'est vraiment la leçon du déconfinement, c'est que le niveau d'expectation, à la fois dans la précision, dans la ponctualité, et puis dans le no-show-up, il n'est plus acceptable, en fait, on s'aperçoit. Donc, il faut se mettre en posture de pouvoir répondre techniquement au mixte physique et digital. On a fait plein d'erreurs. Au début, on ne mettait pas, par exemple, au connecteur, on ne montrait pas la tête des personnes. On savait pas, on perdait les gens quand on mettait les documents. On s'est aperçu qu'il fallait vraiment du multi-écran, garder toujours les têtes proches de nous, avoir aussi le contenu. Après, on a bien vu que la personne qui intervenait, il fallait qu'on l'ait en grand, en fait, pour les personnes qui étaient à distance, parce qu'on s'apercevait que les personnes à distance cherchaient l'intervenant partout. Bon, voilà, tous ces petits détails, il a fallu travailler progressivement, en fait, au cours de ces 3 derniers mois et de ces 4 semaines ou 5 semaines de déconfinement pour s'améliorer. Et on est vraiment, en fait, loin du compte, là. Hier, moi, j'étais sur un brainstorming qu'on a fait sur
Klaxoon, Klaxoon. et en physique. Et donc, on était principalement en physique avec 2 personnes en délocalisé. Et c'est vrai qu'il a fallu qu'on réapprenne la manière de le faire. Voilà. Et donc, on réapprend en fait tout ça tout le temps. Voilà. Jérôme, je t'interromps 2 secondes. Il vous reste un tout petit peu moins de 5 minutes. Donc, si vous voulez avancer sur OK. Donc, on va maintenant passer à l'évolution que nos leaders ont fait. Donc, nos leaders, bien sûr, du jour au lendemain, il a fallu qu'ils fassent confiance. Et puis, effectivement, voilà, le sujet, en fait, il s'est posé de est-ce qu'on était suffisamment performant. On s'est aperçu que, effectivement, ils étaient progressivement passés d'une position de manager à une position de facilitateur et de coordinateur. Et puis, évidemment, ce sur quoi il a fallu travailler énormément, dans les 2 sens, en fait, dans le sens leader-équipe et équipe-leader, c'est l'augmentation de la communication et du partage, des choses qui se faisaient, en fait, en physique beaucoup plus spontanément. Donc, j'aurais tendance à dire que évidemment, le gros challenge, ça a été la confiance. Bon, la confiance, voilà, et progressivement, en fait, c'est devenu, enfin, bon, ça a été finalement imposé, mais ça a voulu dire qu'il a fallu se concentrer beaucoup sur des équipes qui n'avaient pas les capacités à s'organiser eux-mêmes. Et donc, les leaders ont passé beaucoup de temps à les aider à créer des listings, prioriser et, je dirais, micro-organiser la journée et la semaine, chose que les équipes n'avaient pas vraiment l'habitude de faire. Évidemment, tout ce qui était spontané, il a fallu le programmer, c'est-à-dire les interfaces spontanées au bureau, eh bien, il a fallu les programmer dans la journée. L'ingénierie, par exemple, chez nous, avait un petit, pas seulement, mais évidemment, une réunion d'équipe hebdomadaire Zoom, en plus des réunions hebdomadaires avec l'ensemble de l'effectif. Mais au-delà de ça, il y avait un point hebdo. Ouais, des points journaliers. Vous avez l'habitude, par exemple, de se retrouver tous les jours à 17h pour 15 minutes. S'il y avait des sujets, en fait, de questionnement technique, voilà, ils parlaient boulot. Et si il n'y avait pas de sujet, eh bien, ils parlaient je dirais, de choses informelles et de leur vie pendant le confinement. Et puis, donc, l'autre chose qui était très difficile, ça a été de rendre visible ce qui était invisible, c'est-à-dire d'essayer aux différentes équipes de montrer leur avancement. Donc, on a… il vous reste 2 minutes, du coup, si vous pouvez avancer assez vite. Donc, voilà. OK, parfait. Donc, voilà, après, on s'est aperçu qu'ils sont passés à plutôt une posture de facilitation et de coordination. Bien sûr, la maîtrise de l'outil digital pour le leader a été essentielle. Sans ça, c'était impossible. Et puis, je dirais que… Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, les leaders devaient d'autant plus incarner l'entreprise et savoir recréer du lien et recréer de l'engagement, puisque pendant 2-3 mois, on a observé un dessèchement de la relation humaine. Et donc, il a fallu qu'effectivement le leader vienne se substituer à cette relation qu'il y avait au quotidien et qu'il puisse être beaucoup plus dans l'accompagnement à la fois des outils, des usages, mais aussi dans l'incarnation des valeurs de l'entreprise et de pouvoir maintenir l'engagement et la cohésion d'équipe. Bon, apprendre aux collaborateurs à partager l'avancement, ça c'est devenu une priorité. Et puis apprendre à communiquer les difficultés et les interrogations. Voilà. Donc, évidemment, ce qu'on a essayé de faire, c'est de coordonner avec les cultures partagées.
tous ces sujets de difficulté. Et alors là aussi, Jérôme a dit qu'on avait été bien préparé en amont parce qu'on avait les outils digitaux. L'autre chose, c'est qu'on avait beaucoup travaillé avant le confinement, sans savoir qu'il y aurait un confinement, sur mieux se connaître soi-même pour mieux interagir dans les équipes. Et tout à l'heure, Florence, justement, je renotais le focus que tu faisais sur la raison d'être. En fait, nous, on l'a travaillé en l'appelant My Mission in Life et My Mission in Job. On a beaucoup fait travailler les équipes justement sur ces sujets-là, les apprendre à pitcher. Et ça a été très utile en période de confinement et de travail digital parce que les équipes étaient préparées. Voilà, donc merci de votre attention et si vous avez des questions. Merci beaucoup, Jérôme. Emmanuel. Vous avez une question à laquelle je vous laisserai répondre dans l'onglet Q&A, du coup, Oui. juste après. Pour info dans le chat, vous avez la question plus détaillée par Ophélie. Je la lis pour tout le monde et je vous laisserai répondre à l'écrit. Bien évidemment, tout le monde pourra consulter la réponse. La question d'Ophélie, c'est: rencontrez-vous des difficultés par rapport aux outils utilisés? Elle précise: dans mon entreprise, nous sommes très contraints pour des raisons de sécurité des données. Du coup, les outils de partage sont limités et pas toujours adaptés. Par exemple, la Visio Orange ne nous permet que de voir les 7 premiers visages connectés. Certes, il y a aussi des échanges informels qui peuvent se faire par d'autres moyens, mais comme le discours est très fort pour respecter le risque de cyberattaque, ça complique les échanges. Je vous laisserai y répondre dans l'onglet Q&A. Et parfait, Ophélie, du coup, à préciser dans l'onglet Q&A. Merci Jérôme, merci Emmanuel. Maintenant, du coup, je vous propose qu'on passe à l'intervenante suivante, qui est Frédéric. Là, on a vu en fait que, grâce à Florence, grâce à Jérôme, grâce à Emmanuel, que accompagner et manager des équipes à distance, c'est aussi les comprendre et se comprendre. Et grâce à Frédéric, c'est ce que nous allons faire, puisqu'on va apprendre à identifier nos points forts pour le travail collaboratif et à mieux comprendre les interactions entre groupes. Frédéric, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Frédéric, je suis la fondatrice d'FNC. Et chez FNC, on a développé le premier coach digital en efficacité collective. Vous allez le voir, je vais faire des échos pas mal avec nos précédents intervenants. Donc, en fait, la structuration de ma présentation, ça va être la suivante. D'abord, je vais vous faire un retour d'expérience de ce qu'on a pu constater pendant le confinement et qui va encore rester valable pendant le déconfinement. Ensuite, je vous proposerai un petit atelier ludique pour voir quelle est votre préférence pour le travail collaboratif. Et vous allez voir, c'est super important dans cette période où on se retrouve partiellement à distance, partiellement en présentiel, de savoir bien détecter ce qui vous relie aux autres. Et enfin, je conclurai sur ce qu'on a mis en place avec certaines entreprises. Alors, j'attaque. Alors, pour commencer par ce retour d'expérience de ce qu'on a pu constater. Alors voilà, je vous présente Sophie. Sophie, elle est manager dans un entrepôt logistique. Donc, soudainement, elle s'est retrouvée, elle, en déportée, donc à distance, en télétravail, pendant que son équipe devait faire cohésion, faire corps et être super efficace pour continuer à délivrer dans les temps des produits de première nécessité, masques, etc. Sophie, en fait, elle n'est pas isolée. Il y a beaucoup d'autres personnes qui se sont retrouvées dans cette situation d'équipe partiellement à distance et partiellement sur le terrain. C'est par exemple Andy qui est sur une équipe dans un centre d'action sociale dans les Yvelines et qui a une équipe qui est partiellement en présentiel et une autre partie de l'équipe qui se retrouve à distance et qui, du coup, se sent un peu mal à l'aise de ne pas être sur le terrain. En fait, toutes ces personnes, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Leur question, c'est comment s'outiller pour garantir l'efficacité et maintenir la cohésion dans mes équipes, du coup, pour pouvoir maintenir le stress, maintenir la pression, rester dans l'efficacité. Alors, bien souvent, ces personnes se sont outillées. Alors, le premier outil, généralement, ça s'est retrouvé être WhatsApp parce qu'on l'a pratiqué, on le pratique tous dans la vie perso. On s'est outillé de Zoom, de Teams, etc., d'outils pour pouvoir continuer à communiquer.
Alors, c'est bien, mais en fait, ce n'est pas suffisant parce que finalement, on est des êtres humains et du coup, au-delà de pouvoir d'avoir cette capacité par les outils digitaux à pouvoir interagir, diffuser de l'information, rester en lien visuel, en fait, on a chacun nos besoins propres pour bien travailler avec les autres et bien s'interfacer les uns avec les autres. Et justement, chez FNC, donc on est une start-up qui a 3 ans maintenant, on a mené un travail de recherche en sciences cognitives qui nous a permis d'identifier 8 traits de caractère clés pour un bon travail d'équipe. Ces traits de caractère, en fait, c'est des préférences qu'on a chacun finalement en soi pour bien s'interfacer et s'interconnecter, poursuivre un travail efficace avec les autres. Et puis aussi, ça permet du coup de qualifier les interactions qu'on a les uns avec les autres. Alors, je vous les parcours rapidement, puis ensuite, on va pouvoir les tester chacun pour nous à distance. Donc, on a l'appartenance au groupe, qui est un facilitateur de travail d'équipe, parce que quand on se sent appartenir au groupe, on fait de la réussite collective, un peu sa propre réussite. Les compétences dans notre système, c'est dans le sens, je sais justement évaluer quelles sont mes compétences pour prendre la parole à bon escient. On a l'efficacité qui permet de gérer son stress et de contourner les difficultés quand elles se présentent. L'agréabilité qui est dans le sens être ouvert aux propositions des autres membres de mon équipe. On a l'extraversion qui est un facilitateur pour prendre la parole. La conscienciosité qui fait qu'on fait aboutir des tâches jusqu'à leur terme. Donc, dans le vocabulaire commun, ça va donner être consciencieux. On a l'estime de soi qui facilite la persuasion en travail d'équipe. Et le neuroticisme, qui est le seul trait de caractère qui est inversé, mais qui fait qu'on le tous un petit peu en nous, on est parfois traversé de pensées sombres qui, du coup, vont perturber notre attention au ici et maintenant et qui se révèlent notamment dans les périodes de transition dans les entreprises. Donc, super important, évidemment, à mesurer. Alors, sans plus attendre, je vais passer à la partie ludique de ma présentation. Alors, je vous propose, donc je crois qu'on est une quarantaine de personnes, donc je vous propose de scanner soit le QR code de gauche, si votre nom de famille commence de A à M, et ou le QR code de droite, si votre nom de famille commence de N à Z. Vous allez, donc, si vous avez un iPhone, c'est simple, vous ouvrez juste votre appareil photo. Si vous avez un autre type de smartphone, ouvrez votre lecteur de QR code et je vais également temporairement arrêter le partage pour vous mettre dans le fil de discussion les liens, si vous voulez du coup ne pas passer nécessairement par le site de QR code. Hop, je vous repartage mon écran. Donc normalement, vous avez maintenant dans le fil de la discussion les liens qui vous permettent d'accéder à ce qu'il y a derrière le QR code. Donc, une série de 20 questions à laquelle vous répondez pour vous-même. On ne collecte qu'une donnée sur qui vous êtes. C'est vraiment juste, ça va vous permettre de voir quel est votre point fort pour le travail collaboratif et du coup, quelle est votre préférence d'interaction avec vos collègues. Du coup, ce qui fait votre point vraiment privilégié pour interagir. Et du coup, je vous propose, une fois que vous avez terminé, de me le faire savoir dans le fil de la discussion. Je vous laisse un petit moment. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous êtes dessus? Moi, je suis encore dessus à titre personnel, je n'ai pas encore fini. Super. Je vais arrêter temporairement le partage pour pouvoir voir s'il y a des problèmes de connexion ou autre. Ok, je commence à voir des... C'est fait.
Ok, on commence à avoir pas mal de CP avec des petits commentaires. Merci Magali pour le retour de ce cadeau. Bon, du coup, je laisse encore peut-être une petite minute pour terminer. Et je vais vous repartager mon écran pour commencer la restitution. Donc, ce que vous venez de mesurer chacun pour vous, là, c'est finalement votre préférence de travail collaboratif. C'est-à-dire, c'est votre point fort, c'est-à-dire, c'est votre façon dont vous interagissez avec vos collègues. Et du coup, c'est hyper important pour vous qu'on respecte cette façon de travailler là. Hop, je vous repartage mon écran. Et ce qui est aussi super important, c'est de voir comment, imaginons que vous êtes à peu près une quarantaine, donc il va y avoir à peu 20 personnes de chaque côté, A à M et N à Z. Du coup, imaginons que vous ayez à travailler ensemble. Donc, je vais commencer par la cartographie de l'équipe. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Donc, vous devez voir apparaître une cartographie. Là, on voit toujours ta présentation, Frédéric. Je pense que tu as dû présenter la présentation et pas l'écran. Ok. Hop, je repartage du coup. Je vous partage. Voilà. Donc là, on voit la cartographie donc, de comment fonctionne l'équipe du coup A à M. C'était une équipe dans la rue. Donc là, c'est du dynamique. En fait, ça a fait une collecte de vos scores. Donc, je vais directement passer par sur la partie de gauche. Là, vous devez avoir une cartographie. C'est tout bon, Clément? On voit maintenant mon… Okay. Yes, c'est bon, on voit. Donc, sur la courbe bleue, on voit en fait la moyenne entre vous et sur la courbe jaune, les écarts entre vous. Donc, sur la courbe bleue, ce qu'on voit en fait, si vous étiez une équipe, qu'est-ce qui ferait votre point fort? En fait, ce serait la conscienciosité. Vous êtes super dans la conscienciosité et l'estime de soi aussi. Vous êtes assez peu neurotique. Et au plus la courbe jaune est haute et au plus vous êtes divergent, en revanche, du coup, sur l'appartenance au groupe, ce qui est assez logique dans le sens où vous n'aviez jamais travaillé les uns avec les autres. Et sur l'extraversion aussi. Vous seriez une équipe finalement où il y a des gens qui spontanément vont prendre facilement la parole, quand d'autres beaucoup moins. Et maintenant, si je passe à la cartographie donc, de l'équipe, je vais l'actualiser, l'équipe du coup, pardon, l'équipe. Est-ce que vous voyez la cartographie, une nouvelle cartographie qui apparaît? C'est tout bon. Donc là, vous devez voir… On ne voit plus ton écran, Frédéric. Définitivement. On va y arriver. Là, vous devez la voir à nouveau. Voilà. Donc là, c'est la cartographie donc, de la seconde équipe. Donc là, ce qu'on voit, donc toujours un neuroticisme assez bas. Là, vous êtes plutôt dans les compétences, en fait. Si vous deviez travailler ensemble, du coup, vous savez très justement évaluer quelles sont vos compétences pour travailler ensemble et du coup, prendre la parole à bon escient. En revanche, vous êtes plus divergents sur l'agréabilité. Donc, en fait, dans votre équipe, il y a certaines personnes qui vont être plus à l'écoute et d'autres qui le seront moins. Voilà le principe de ce qu'on a développé chez FNC. Donc, toujours pareil, en fait, on imagine que vous soyez une équipe qui travaillait ensemble. Alors, je vais vous montrer maintenant ce qu'on a pu en faire. Donc, vous devez voir un parcours utilisateur, du coup. C'est tout bon? Vous voyez mon slide? Ok, super. Donc, nous, en fait, ce bilan, donc là, vous avez eu la version démo du test qu'on a développé sur la base de recherche en sciences cognitives. En fait, dans le test long qu'on a construit, on vous propose du coup un bilan individuel qui est confidentiel, mais qui du coup vient vous positionner par rapport aux 8 traits de caractère clés pour un bon travail d'équipe. Ce positionnement, il reste strictement confidentiel parce que vraiment, ce qui nous intéresse, c'est de voir les interactions dans une équipe. Et ensuite, on a intégré ça au cœur d'un outil qui est intégré dans Teams et dans Slack, donc au cœur des outils du travail collaboratif, et qui vient du coup accompagner ces différences de comportement, ces différences de préférences, d'interconnexion les uns avec les autres. Donc, au travers d'un parcours individuel pour chacun des membres de l'équipe, qui vient du coup donner des recommandations
sur comment mieux interagir les uns avec les autres et qui vient apporter des recommandations au manager pour animer son équipe, y compris à distance. Et on vient mesurer au fil de l'eau l'efficacité et l'ambiance dans l'équipe, puisque ces deux facteurs sont impactés par les traits de caractère qu'on vient mesurer. Alors maintenant, si j'en reviens à Sophie, elle, dans son équipe, ce qui est ressorti, c'est que l'extraversion est assez divergente. Donc, ça signifie qu'avec son équipe qui est partiellement à distance, partiellement en présentiel, elle se retrouve avec des gens qui ont vraiment beaucoup besoin de prendre la parole, quand d'autres sont beaucoup moins dans l'extraversion, donc vont sans doute préférer interagir à l'écrit, par exemple. Donc, finalement, Sophie, elle a choisi de travailler sur l'extraversion dans son équipe. Le programme que notre outil lui propose, c'est développer une attitude d'ouverture, favoriser l'écoute active et capitaliser sur le positif. Vous allez me dire, c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors, ce programme, en fait, il se déroule de la façon suivante. Donc, on a 2 parties qui sont proposées à Sophie. On a des recommandations qui sont personnalisées et des fiches pratiques d'animation d'équipe. Alors, sur les recommandations personnalisées, ça se présente comme ça, par exemple, donc, si elle utilise Slack, mais c'est la même chose, le principe est le même sur Teams, elle va avoir accès à des recommandations du coup pour elle-même, par exemple, développer son assertivité en situation difficile. Donc, a priori, Sophie, pas très extravertie dans une équipe qui l'est davantage. Donc, elle reçoit comme ça des recommandations pour monter en maturité par rapport à son collectif. Et puis, elle peut aussi recevoir des recommandations plus disons, sur étagère, qui vont lui permettre de développer, d'arriver à détecter chez les autres et chez elle-même ce que signifie l'extraversion et comment la développer, comment la travailler. Voilà. Donc là, elle décide de prendre une nouvelle recommandation qui, par exemple, va lui proposer de passer le test MBTI qui peut lui en dire davantage sur elle-même, l'extraversion chez elle et chez les autres. Après, elle peut accéder également à des recommandations plus personnalisées sur l'extraversion. Donc, par exemple, là, on va lui suggérer de réveiller l'introversion des plus extravertis de son équipe. Donc, par exemple, de confier des tâches de réflexion aux gens qui sont les plus extravertis, pour toujours dans l'idée de mieux répartir les équilibres dans son équipe pour faire en sorte que finalement le collectif reste vraiment un collectif. Et en parallèle, elle reçoit des recommandations, donc des fiches pratiques pour animer ces réunions d'équipe et pour bien répartir la parole. Type là, je pense que vous connaissez cet exercice, cette petite mise en pratique. Donc, ça permet d'animer les 15 premières minutes de ces réunions d'équipe, par exemple autour des strokes positifs, donc, qui va permettre à chacun, à tour de rôle, de faire un retour positif sur ce qu'il apprécie chez le travail de ses collègues. Donc là, pareil, une meilleure répartition de la parole parce qu'on est sur ce trait de caractère extraversion. Et en parallèle, chacun des membres de son équipe reçoit des conseils personnalisés en fonction de son profil collaboratif. Donc, pareil, ça se décompose en des petites vidéos de mise en situation, des quiz pour voir si les concepts ont été bien appréhendés, bien perçus pour soi-même, et puis des recommandations qui sont personnalisées en fonction de son positionnement dans l'équipe. Là, pour les grandes lignes de ce qu'on a mis en place au travers de notre outil chez Sophie. Et on a de très bons retours d'expérience, puisque c'est vrai qu'en prenant en compte les préférences de fonctionnement, d'interaction les uns avec les autres, finalement, on arrive à faire ce que disaient les collègues de Projective. Finalement, on instaure des rituels et puis on travaille sur développer ces interactions one-to-one. Et donc, ce qu'on a pu mesurer, c'est qu'à 3 mois d'utilisation, on a 69% des gens qui se sentent plus efficaces dans leurs interactions au travail et 71% qui disent qu'ils sont plus efficaces dans leurs échanges d'idées. Voilà, j'en ai fini. Je suis à votre disposition pour toutes vos questions, pour échanger, à votre disposition pour interagir. Merci Frédéric. Une première question dans le Q&A. Est-ce que vous pouvez redonner la définition de neuroticisme, s'il vous plaît? Oui. Alors, le neuroticisme, c'est donc être traversé de pensées sombres qui peuvent perturber le travail collaboratif. Alors, je m'explique. On est ensemble en train de collaborer dans le cadre d'une réunion, par exemple. Donc, le manager va, par exemple, diffuser une information. On va changer telle ou telle chose ou on va se lancer sur tel ou tel projet. Et en fait, dans une équipe qui a des personnes qui sont neurotiques,
l'information va être peut-être interprétée de manière plus négative que chez des gens qui sont moins neurotiques en fait. C'est une forme de être tracassé d'une certaine manière. Ok. Curiosité attends, on a une deuxième question, je vais d'abord prendre les questions de... merci, du coup, répond Ophélie. Est-ce que c'est plus marqué en ce moment, typiquement? Pardon, le neuroticisme? Oui. En fait, on n'a pas particulièrement de mesures sur le fait que ce soit plus marqué. En revanche, ce trait de caractère-là se déclenche plus particulièrement dans les situations de transition, de changement. Donc, de fait, a priori, si on est neurotique, on se sent plus certainement traversé de pensées sombres actuellement. Ouais. Ok. Une période un peu... Curiosité de mon côté, est-ce que sur ces 8 traits de caractère que vous avez identifiés, est-ce qu'il y en a qui ressortent de manière plus régulière que d'autres? Tu vois, je pense que tu as parlé du MBTI, par exemple. Dans le MBTI, il y a certains profils qu'on retrouve plus souvent que d'autres. Est-ce que là, typiquement, je ne sais pas, peut-être que l'extraversion, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus souvent que les autres traits? En l'occurrence, l'extraversion, non. En revanche, dans les personnes qui ont utilisé notre outil pendant cette période-là, pendant le confinement, ce qui est plutôt ressorti, c'était le neuroticisme, en effet, comme divergent dans les équipes. Ça a été la conscienciosité, donc le fait de faire aboutir des tâches jusqu'à leur terme, et puis et l'appartenance au groupe. Et de fait, oui, effectivement, c'est vrai que c'est un point de notre quotidien là. Comment on fait en sorte d'être vraiment un groupe alors qu'on n'est pas physiquement tous ensemble. Très clair. Et c'est justement l'enjeu aussi de ce webinaire, hein, d'essayer de répondre à comment est-ce qu'on accompagne des équipes à distance. Et du coup, vient bien évidemment dans cet accompagnement le sentiment d'appartenance au groupe. Oui. Merci Frédéric. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet Q&A. Frédéric pourra y répondre à l'écrit. Je rappelle que vous aurez de toute manière la présentation qui seront à votre disposition par mail par la suite. Maintenant qu'on a vu comment manager dans l'incertitude avec Florence, on a appris du vécu de Projectif grâce à Jérôme et Emmanuel. Et on a découvert grâce à Frédéric notre point fort en travail collaboratif. Il ne manque qu'une chose, c'est quels sont les outils pour y arriver. Et ça, c'est la question à laquelle Hugo va essayer de vous répondre pendant ces 20 prochaines minutes. Hugo, je te laisse la parole. Merci Clément et tout à fait merci aux autres intervenants. J'ai beaucoup apprécié, j'ai même pris plein de notes pour m'inspirer aussi. Ce qui est certain, c'est que cette situation nous impose d'élever notre niveau d'exigence, nous impose de remettre en question nos pratiques. Donc l'objectif, c'est que justement, ensemble, on puisse aller plus loin dans les pratiques managériales et avoir des outils concrets qui peuvent être mis en œuvre et également des pistes de réflexion parce que c'est un chemin qui va, à mon avis, être relativement long. Donc, je vais partager mon écran. Moi, en quelques mots, je suis donc Hugo Manoukian, je suis le CEO et fondateur et cofondateur avec mon frère Axel et mon père Alain, parce que c'est une entreprise familiale, Mouvoine, depuis maintenant 5 ans. Et je vais vous parler donc des meilleurs outils et en 2 mots vous expliquer ce que l'on fait si certains d'entre vous ne nous connaissent pas, même si je passe un petit coucou à Sandrine, une de nos coachs que j'ai vue présente parmi les participants. Donc Mouvoine en quelques mots, nous proposons une solution digitale de coaching qui vise à libérer le potentiel humain pour transformer l'entreprise. Il y a 5 ans, on a fait le constat que le coaching en entreprise était souvent mal utilisé ou utilisé à des fins plutôt en mode pompier ou bien réservé à des élites, alors que le coaching, on parle bien du coaching professionnel, de l'accompagnement fait par des coachs certifiés, a des vertus, on le sait tous, extrêmement positives, de permettre d'initier un changement rapide et durable pour les personnes, mais également de permettre à des organisations de repenser leurs modèles managériaux. Et donc pour ça, on a créé en France, et on est aujourd'hui parmi les pionniers de ce marché et les leaders de ce marché, avec 10 000 managers accompagnés via notre solution digitale de coaching en 5 ans, chez 200 grands comptes,
4 ans d'existence et déjà une belle équipe de 40 collaborateurs. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les exemples qui étaient donnés, notamment de la mise en place dans les équipes, il y a beaucoup de choses qui résonnent aussi pour nous parce qu'on est une entreprise comme les autres et on a nous aussi nos difficultés. Donc, en 2 mots sur ce que l'on, en tout cas pour compléter sur ce que l'on fait, on permet de de proposer des programmes sur mesure qui peuvent s'adresser essentiellement à des grands groupes, hein, aujourd'hui 60% des acteurs du CAC 40, et qui permettent de proposer un accompagnement en visioconférence. Donc ça fait déjà 5 ans, nous, que le digital, on le travaille, on l'améliore, on le pratique en visioconférence avec des coachs professionnels. Ces programmes peuvent être individuels ou collectifs et sont vraiment liés à des enjeux et des challenges d'entreprise et d'organisation. Ce n'est pas juste je vais aller chercher un coach, mais c'est vraiment j'ai un enjeu d'accompagner mes talents, j'ai un enjeu de transformer mon entreprise et par le biais de ce dispositif pédagogique, je vais pouvoir l'initier avec une approche qu'on essaye d'avoir 100% humaine et 100% digitale. Donc vous voyez bien que par rapport aux problématiques dont on va parler, on est vraiment dans le vrai, de dire que la visioconférence, les outils, à faire du coaching digital est aussi égal à faire du coaching humain. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, tout en même temps devant repenser, donc c'est-à-dire qu'on a vraiment repensé de fond en comble. Et donc c'est là aussi la connexion, il faut repenser de fond en comble l'expérience salariée dans cette nouvelle situation et l'expérience managériale également. Donc là-dessus, on a repensé l'expérience typiquement pour la rendre beaucoup plus séquentielle, pour ajouter énormément de contenu pédagogique complémentaire aux séances de coaching qui ont lieu donc en visio. Et aujourd'hui, on travaille justement sur cette approche dans le monde entier parce qu'on déploie en 28 langues pour nos clients nos solutions. Donc, passons peut-être à ce que j'ai déjà dit, mais le fait qu'il faut quand même se le dire et se le redire, c'est que le monde d'avant est différent du monde d'aujourd'hui. Avant, le VUCA était avant tout dans des situations bien spécifiques. En tout cas, on entrait dans le monde VUCA, maintenant c'est du non-stop. Le contexte économique était croissant, on est dans la décroissance. On était rarement dans quand même d'une distanciation physique, on l'est maintenant de manière quotidienne et ça devient la norme jusqu'à à mon avis pour plusieurs mois. Et le télétravail était occasionnel pour la plupart des organisations et devient fréquent. Je pense que vous avez tous vu les annonces, notamment des précurseurs de la Silicon Valley. Alors derrière moi, j'ai justement mis le Golden Gate. Donc c'est aussi pour dire que souvent, ce qui se passe chez eux arrive chez nous et il faut s'y préparer à pouvoir rendre ça comme étant la norme. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'on est face à une crise et en chinois, une crise se matérialise sur les 2 piliers, c'est danger et opportunité. Danger, on l'a bien vu, danger pour l'entreprise d'abord, pour le management, de devoir perdre le lien, de se sentir perdre pied là aussi vis-à-vis de la cohésion, de l'engagement des équipes, de driver la performance. Mais c'est aussi une opportunité de repenser le monde du travail. Et ça a été dit plus tôt, mais c'est génial parce que depuis des années, c'est vrai qu'on parle de transformation, alors digitale, maintenant c'est devenu à transformation culturelle, organisationnelle. Mais là, on a été mis dans le grand bain avec une nécessité, une urgence. Et ça, c'est important. John Kotter le disait, il n'y a pas de changement sans que l'urgence et la nécessité, l'obligation de changer soit plus forte que la peur ou la contrainte. Et là, on est en plein dedans parce qu'il n'y a plus de choix et c'est génial de vivre ça. C'est une super opportunité de repenser notre modèle managérial. Et donc, voilà, je voulais commencer par un petit sondage. Donc là-dessus, peut-être Clément, vous pouvez lancer. Comment vous vivez ce management à distance et comment vous avez pu l'expérimenter dans ces derniers mois. Alors, je ne sais pas trop comment ça marche. Voilà. Vous allez recevoir, là, normalement, il doit y avoir un pop-up qui vient d'apparaître avec la question. En tant que manager et vis-à-vis de votre équipe, vous vivez la distance et je vous laisse répondre à chacun. Donc, il y a une échelle, très bien, bien, comme d'habitude, pas très bien, pas bien du tout. Dès qu'on aura engrangé toutes les réponses, je pourrai partager les résultats. Je vous laisse répondre.
Encore un peu parce qu'on n'a pas tout le monde qui a répondu. C'est encore 10 secondes pour les derniers hésitants sur la façon dont ils ont vécu la distance vis-à-vis de leur équipe. Parfait. On va mettre la fin des résultats et vous devriez pouvoir y accéder. Donc, je ne sais pas si tu peux les voir, Hugo, ou tu veux que je te les lise? Je les vois, ouais. Je les Ok. vois et je pense que vous pouvez certainement tous les voir aussi. En tant que manager et vis-à-vis de vos équipes, vous vivez la distance majoritairement pas très bien, à 38%, et ensuite certains aussi bien ou comme d'habitude, mais en tout cas celui qui revient le plus, même si il y a, je pense, eu du mieux. Moi, j'ai vu aussi des réactions sur le chat comme quoi ça va mieux. Et ça, c'est tout à fait, c'est d'une part tout à fait normal, parce que l'humain est capable de s'adapter, et qu'on a pris conscience là aussi du fait que cette situation allait être pérenne, qu'on a réagi de manière extrêmement on a réagi, en tout cas, ça nous a été imposé de manière relativement rapide, et ensuite, il y a eu cette réaction. Moi, ce que je voulais vous dire d'abord, c'est le cadre de mon sondage, c'est que dans management à distance, il y a management. Et en fait, ce que ma propre expérience et ce que nos clients nous ont dit, c'est que c'est encore plus exigeant de manager à distance, et donc que lorsque vous n'aviez pas parfois traité par le passé des sujets de performance managériale, de qualité, de qualité d'encadrement, de qualité de cohésion, eh bien, ça vous est revenu encore plus fort par le biais du destin de ce qu'on a vécu ensemble. Donc tout ça pour dire que on en revient, et dans tous les exemples que je vais vous donner, j'aurais pu vous les donner il y a 3-4 mois. C'est-à-dire que malgré tout, il faut bien comprendre qu'on a vécu un moment qui a permis peut-être de faire repartir la marée et de voir les cailloux qui sortaient dans notre organisation. Et c'est génial comme opportunité de pouvoir remonter d'un niveau et de se dire là vraiment, on sent que sans management efficace, sans culture de la performance individuelle et collective, sans mise en place de structure, de cohésion, on n'y arrivera pas, et encore moins, bien entendu, aujourd'hui. Donc, c'était aussi le sens de ce que je voulais apporter, et on aurait pu justement, notamment, en tout cas, parler. Nous, on a fait énormément de webinars, on a pu aussi sortir de nouvelles offres là-dedans, et on a vu que les principaux sujets de coaching qui étaient demandés par les équipes, et c'est vrai que voilà, on a lancé plusieurs centaines, on a fait notre maximum. D'ailleurs, c'était intéressant de voir que le maximum de séances, on a fait presque 1000 séances au mois d'avril. Donc on voit bien que c'était un des maximums de notre histoire, et on voit bien qu'il y a vraiment un besoin de la part des gens, des managers, de pouvoir se confronter et avancer avec des conseils et de l'accompagnement et de la posture de coach. Et notamment, le sujet prioritaire, c'est la collaboration. C'est pour moi la collaboration et la mesure de performance, parce que les deux sont liés. Et on voit bien que dans les trois sujets, il y avait, j'ai une perception beaucoup plus limitée de ce qui se passe dans mes équipes. Et donc là, ça fait appel à construire la confiance. Il y avait ensuite, et ça j'imagine que vous l'avez tous vécu, ma communication, en tout cas la communication est appauvrie. Il faut de plus en plus que j'ai moins de temps pour parler de manière informelle. Moi d'ailleurs, vous voyez, j'ai même fait cette réaction-là, et j'imagine que c'est beaucoup. Tous les moments, malgré tout, de fou rire ou des moments un peu informels de fun sont plus compliqués à avoir à distance. On rentre dans un monde où on est dédié à notre travail, où on est globalement plus focus. Ça a du positif, mais en même temps peut-être plus distant avec les petites choses de la vie. Et en même temps, dans le travail, ça veut dire communiquer de manière plus efficace, c'est-à-dire s'astreindre à de l'écrit, s'astreindre à clarifier encore plus ce qui n'est pas visible. Et ça, voilà, ça demande aussi un changement de perspective managériale. Et enfin, c'était, je ressens en tant que manager plus de complexité à opérer le run de mon activité, à prendre mes décisions, et plus de complexité à driver mon équipe d'une certaine manière. Et ça, c'est clairement en lien avec la cohésion et l'autonomisation.
je pense que cette situation nous amène à, là aussi, une très bonne fiche nous qu'on a et qu'on a utilisée, c'est le cycle d'autonomisation des équipes. Et clairement, on doit tendre, à mon avis, vers le fait de rendre de l'autonomie à ces équipes. Et donc, cette crise, elle nous pousse à nous réorganiser. Elle nous pousse à nous réorganiser vers de l'agilité. Parce que en fait, cette agilité-là, c'est un ensemble, justement, ce que Harvard Business Review le disait, hein, c'est un ensemble de valeurs, de principes, de comportements et qu'il faut adopter. Donc, c'est un mindset, l'agilité, et dans lequel on est obligé maintenant de rentrer. Et Harvard et notamment d'autres études posent 3 principes fondamentaux sur lesquels je voulais revenir. C'est dans cette situation, c'est pragmatisme, responsabilisation et résilience comme étant les clés de succès. Donc, je voulais vous avoir un petit éclairage rapide sur ces 3 points que l'on travaille en fait de manière très régulière justement en coaching, notamment en coaching collectif pour amener les équipes à trouver des éléments de progression. Alors, c'est intéressant, je ne suis pas allemand, mais je ne lis pas très bien l'allemand, mais Widerstandskraft, c'est résilience en allemand. Et c'est intéressant de voir, ça veut dire, en tout cas, littéralement, c'est force pour rester droit dans l'adversité. Il a fallu, au niveau individuel, que tous on montre, on fasse preuve de résilience. C'est également, bien sûr, ça appelle à la résilience plus élaborée sur le plan psychologique par Boris Cyrulnik, ainsi de suite. Mais déjà, c'est de dire, il y a 4 fondamentaux pour résister individuellement et être capable de rester droit dans l'adversité. Nommer ses émotions, sélectionner les informations. Donc, nommer ses émotions, pourquoi ? Pour pouvoir aussi s'en libérer ou les accepter. Sélectionner les informations, donc là aussi ça s'adresse à des managers hein, typiquement. Sélectionner les informations parce que clairement vous ne pourrez pas, enfin il faut savoir sur quel combat vous voulez gagner à court terme. Tous les combats ne sont pas remportables et donc il faut savoir les prioriser. Focaliser sur justement plus sur contrôle et influence que le concern hein, qui sera voilà, focaliser sur ce sur quoi je peux vraiment avoir de l'influence, typiquement le fait qu'on déconfine complètement ou pas, tous ces sujets-là, vous n'avez pas la main, donc à la limite, focalisez-vous sur ce que vous avez réellement en main aujourd'hui, et enfin s'entourer. Et donc c'est vraiment, ça un point essentiel, l'empathie revient au premier plan, s'entourer, partager les moments de doute avec ses équipes. Ça, c'est un conseil que j'ai à donner, c'est d'être capable d'exprimer, alors il y a le côté émotionnel, mais aussi le côté parfois support et de demander à ses équipes de prendre le relais ou bien de demander également à certaines personnes et d'apporter son soutien. Et enfin, il y a la résilience organisationnelle. Donc là, il faut rendre les équipes plus résilientes. Et là, je vous invite à lire un article que je pouvais vous partager de Deloitte, qui en fait que là, on est maintenant, j'allais dire, on a répondu pendant un temps à la situation. On a été dans la situation, elle était imprévisible, on était focusé vers l'interne, on était en management de crise, on planifiait l'urgence et on avait une attitude très en réaction. Maintenant, il faut se dire que on a quitté cette zone-là de pure urgence d'une certaine manière, où on est en train de la quitter. Et maintenant, c'est reprendre réellement l'activité dans un nouveau quotidien et une nouvelle normalité du quotidien. Et donc là-dessus, c'est que la situation, c'est une normalité aujourd'hui. Et ça va durer pendant un certain temps. C'est qu'on focus maintenant moins vers l'interne, mais plutôt vers le marché. Quels sont les nouveaux besoins, quelles sont les nouvelles demandes du marché ou de mes clients internes, externes dans mon environnement. Je manage plus en crise, je manage maintenant sur des projets, je planifie des scénarios plausibles dans les prochains mois. Et enfin, l'attitude, c'est vraiment se réinventer et être capable de construire demain. De manière aussi très pragmatique, donc là c'est le deuxième focus. Auparavant, on travaillait beaucoup, enfin voilà, le SWOT reste une référence dans les pratiques d'analyse, d'analyse critique d'une situation. Et nous, on conseille de passer au KISS, Keep, Improve, Start, Stop. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut une approche beaucoup plus essentielle. Le SWOT peut être très général et ce n'est pas le moment du SWOT.
il viendra peut-être plus tard. Là, aujourd'hui, c'est le moment du KISS. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je change? Qu'est-ce que j'améliore dans mon quotidien? Donc, voilà aussi un outil qui est extrêmement, je pense, utile. Et enfin, la responsabilisation. Donc là, on parlait, hein, ce qui est certain, c'est que la responsabilisation, c'est un mix, c'est un équilibre entre autonomie des personnes et alignement autour de la vision que l'on veut avoir. Et c'est, à mon avis, un point essentiel du management d'aujourd'hui. C'est un management de responsabilisation qui doit prôner l'autonomisation, donc fixer un alignement et un cap précis avec des KPI. Et donc, encore plus, j'imagine, dans cette situation-là, des KPI très clairs, très lisibles et qui puissent être partagés par tous. Et ensuite, autonomie, en disant on ne pourra pas être derrière chacun. Chacun est maintenant chez soi, donc même physiquement. Donc, chacun est dans sa maison, dans sa responsabilité et doit faire preuve d'autonomie. Et là, à mon avis, c'est un des marqueurs essentiel de la situation que l'on vit sur le plan managérial, c'est de laisser les gens et de les faire grandir, mais de laisser être responsables face à leur propre autonomie et situation. Voilà, ça, je vais passer relativement vite. Et je trouve intéressant là de faire un moment de fin de course. On est en fin de course sur la période voilà, de crise elle-même. Et posez-vous la question sur les 4 critères que j'ai listés, engagement, collectif, agilité et performance, qu'est-ce qui s'est passé? Et prenez vraiment ce temps-là d'analyser et demandez à vos équipes d'analyser comment est-ce que j'évalue l'engagement de mes équipes actuellement, quel a été le degré de collaboration, quel a été l'indice de flexibilité, d'adaptabilité, et est-ce que j'ai pu maintenir un niveau acceptable de performance. Et pour l'objectif, il est vraiment de poser un constat pour ensuite être capable de se reprojeter vers demain et d'être capable de voir ce qui doit être amélioré. Je vais un peu vite, mais je voulais juste vous dire, et ça c'est un super bon exemple du livre Dream Team de Ludovic Giraudon, que je vous conseille, qui est en train de devenir un best-seller. Mais il disait notamment, dans les bons conseils, c'est arrêter le syndrome de Superman, où le manager doit tout, sait tout, voit tout, fait tout. Je pense que là, on est vraiment dans la fin de ce modèle-là, qui ne peut plus durer dans une organisation à distance. Et donc, l'autonomisation des équipes est encore plus importante. Et enfin, voilà, la dernière piste, et ça, aussi ravi de pouvoir en parler, mais nous, on initialise énormément de programmes qui visent à donner des postures. Ce n'est pas nouveau, hein, la posture de manager-coach, mais je pense qu'elle devient encore plus nécessaire aujourd'hui. Donc, c'est clairement être capable de… Donc, une posture de coach, c'est questionner, c'est être capable d'être basé sur des ressentis et non pas que sur des faits. Utiliser les métaphores pour faire passer ses idées et enfin normaliser, définir des règles de conduite pour son équipe et pour soi-même. Et également savoir s'arrêter. On voit aussi beaucoup de managers qui confondent et qui vont dans des notions. Attention, le coaching, ce n'est pas du psy. Hein, et là aussi, bien garder ce truc, le manager est là pour manager, est là pour donner une direction et pour garantir la performance de son équipe, mais aussi de son pôle, de son département. Et pour moi, ça, c'est aussi quelque chose qui est important à remettre en question. La bienveillance impose aussi de l'exigence. Et je pense que c'est aussi important de le remettre en lumière, et c'est ce qu'on répète aussi dans nos coachings, dans nos accompagnements. Et donc, in fine, on arrive plutôt sur le manager augmenté. Donc là aussi, je refais référence. Le rôle, c'est vraiment d'accentuer les bonnes pratiques pour compenser les déséquilibres dans le rouage. Et une dernière piste, c'est de travailler sur justement l'intelligence émotionnelle. On voit bien, donc de soi, ici, donc pardon, avec mes slides, donc la conscience de soi et la gestion de soi, et enfin la conscience des autres et la gestion des relations. Donc voilà, toute cette notion d'intelligence émotionnelle et sociale, elle me paraît également, et en tout cas c'est quelque chose qu'on voit ressortir de manière très très régulière, avec l'assertivité, avec comment faire un feedback parfois négatif, et gérer ses émotions dans ce sujet, comment être capable de donner du sens et de rassurer, tout en fixant des guidelines précises. Voilà, c'est beaucoup de choses en fait reviennent à comment est-ce que je me gère et comment je gagne en intelligence émotionnelle. Voilà pour ces quelques pistes.
je suis preneur de vos questions également. Parfait, merci Hugo. Pour le moment, pas de questions ni dans le chat ni dans l'onglet Q&A, mais n'hésitez pas si vous en avez. Il y a également Julie du coup qui travaille avec Hugo chez Mouvoine qui vient de partager dans le chat la conférence de Béatrice Rousset qu'ils ont eue sur comment la culture coaching peut transformer votre entreprise et qui je pense vient bien compléter Hugo ton apport sur la culture du coaching. Si on n'a pas de questions, ce que je vous propose c'est de passer à la conclusion, il nous reste 10 minutes. De mon côté, du coup, j'ai pris des notes un petit peu tout au long de ce webinaire et je pense que ce qui est ressorti en fait de ces différentes interventions, c'est avant tout que accompagner et manager à distance, c'est source de peur, mais d'opportunités. On a commencé là-dessus, c'est Florence qui l'a dit. Avant même que Florence le dise, c'est vous qui l'avez dit dans le chat. Et ensuite, en fait, ça a été retrouvé par chaque intervenant. C'est-à-dire chacun a repris cette idée de oui, ça fait peur, mais en fait, c'est aussi créateur d'opportunités. Et Hugo le rappelait aussi avec l'origine de crise en chinois, hein, qui reprend aussi cette notion d'opportunité. De cette logique d'opportunité, moi, j'ai retenu 3 leçons de vos différentes interventions. La première, c'est qu'il est difficile d'anticiper et de contrôler. C'est ce que tu disais, Florence. Tu disais, il faut partir du postulat qu'on ne sait pas, accepter de ne pas savoir. Et ensuite, ça a été repris en fait par Jérôme également, qui disait, il faut apprendre à communiquer les difficultés et les interrogations. Et en fait, ça revient à cette idée, quoi. Si on accepte qu'on ne sait pas, eh ben, on sait communiquer le fait qu'on a des interrogations, qu'on a des difficultés. Je trouve que Jérôme, il l'a aussi hyper bien illustré en commençant sa présentation par nous, ça fait 5 semaines qu'on est en déconfinement et aujourd'hui, je vais vous partager nos erreurs. Et j'ai trouvé ça super de dire je vais vous partager nos erreurs. On n'est pas là pour dire qu'on est une success story, on est là pour partager ce qu'on a appris et en fait, c'est à travers les erreurs qu'on a des leçons. Et du coup, le plus précieux, c'est les erreurs. Et c'est également, Hugo rajouté dans son intervention, l'occasion de construire la confiance, parce que c'est en acceptant qu'on ne sait pas, en communiquant ses difficultés et ses interrogations, qu'on crée un climat de confiance qui est nécessaire. Ça, c'était cette première leçon. Donc, acceptons de ne pas savoir. Deuxième leçon, c'était le fait que la crise, elle nous amène à des enjeux différents. Elle nous pousse à nous réorganiser, disait Hugo. Jérôme, lui, pour sa part, disait à distance, il faut plus de partage, plus d'interaction. Et ça, on l'a très bien vu dans l'intervention de Frédéric aussi, qui disait, oui, au début, on a vu le développement de nouveaux outils, de Zoom, de WhatsApp, de Slack, de Teams, ainsi de suite. Et en fait, l'outil même que propose Frédéric avec FNC, c'est également un outil qui permet de recréer du lien à distance. Donc, seconde leçon, ce ne sont pas les mêmes enjeux et il faut nous réorganiser pour nous y adapter. Et troisième enjeu, j'ai repris une phrase de Florence que j'ai beaucoup aimée où tu disais « rassurer fait peur, faire parler rassure ». Pour moi, ça s'est vu à travers Jérôme et Emmanuel dans l'instauration de rituels, c'est ce que vous disiez, des cafés, une météo du jour, ce type de choses qui font parler et qui par conséquent vont rassurer, mais c'est aussi en essayant de comprendre les autres. Frédéric, c'est ce qu'elle nous a montré. Si on essaie de comprendre la dynamique du groupe et la façon dont il fonctionne, et en fait, on se parle parce qu'on apprend en fait qui sont les autres et c'est en se parlant qu'on le fait. Et c'est comme ça qu'on avance. Chez Hugo, c'était cette idée de posture de manager-coach. Pareil, le manager-coach, qu'est-ce qu'il cherche à faire avant tout? Il cherche à faire parler, en fait, ses équipes. Et du coup, c'est en les faisant parler qu'il va les rassurer. C'est en développant son intelligence émotionnelle et sociale. Je finissais par ça, Hugo. Mais ça n'est pas que faire parler les autres et comprendre les autres, c'est aussi se comprendre soi-même. Ça s'est bien vu pareil chez Florence, qui nous a permis de nous comprendre nous-mêmes en fait, puisqu'elle nous a permis d'identifier nos points forts en travail collaboratif. C'est important de comprendre comment le groupe fonctionne, mais c'est important aussi de comprendre nous, comment on interagit au sein du groupe. Emmanuel disait, mieux se connaître soi-même, ça permet de mieux interagir avec les équipes. C'est tout bête, mais en fait, c'est hyper important. Donc, il faut qu'on se parle et puis qu'on essaie de se comprendre, mais aussi qu'on prenne le temps de se comprendre soi-même. Donc ça, c'était les 3 leçons selon moi en tout cas, moi, à titre personnel, j'ai retiré. Je reprends 1, difficile d'anticiper et de contrôler, il faut accepter de ne pas savoir. 2, nous ne sommes pas dans les mêmes enjeux et du coup, il faut accepter de se réorganiser. Il ne faut pas essayer de revenir à l'étape où on était avant le confinement. Il ne faut pas essayer de rester dans cette étape de confinement. Il faut travailler à une nouvelle étape. Et 3, rassurer fait peur,
faire par les rassures, c'est parlons entre nous, apprenons à nous comprendre, apprenons à nous comprendre nous-mêmes et à comprendre les autres, et c'est comme ça qu'on avancera. Notre enjeu, à travers cette série de webinaires, c'est de vous équiper, vous, RH, pour ce déconfinement. Et notre promesse, c'était de dire vous repartirez avec des choses concrètes. Moi, les choses concrètes, je les vois très clairement. Vous repartez avec quoi aujourd'hui? Vous repartez avec le modèle Emerge de Spindle, que vous récupérez avec la présentation de Florence, des exemples d'actions concrètes qui ont été mises en place grâce à Jérôme et Emmanuel qui nous ont fait leur retour d'expérience. Ça peut être ces cafés virtuels, ça peut être leur concept de culture partagée, ça peut être la météo du jour. Et parfois, c'est des actions qu'il ne faut pas créer, mais qu'il faut adapter. Typiquement, les cafés virtuels existaient avant, c'est ce qu'ils nous ont expliqué, mais ils ont réadapté le format et le concept. Vous repartez également avec quoi d'autre? Avec votre compétence en travail collaboratif, grâce à Frédéric, et avec la compréhension de comment c'est important de comprendre les compétences du groupe en entier. Et enfin, vous repartez grâce à Hugo avec les 3 axes de travail que sont la résilience individuelle et organisationnelle, le pragmatisme, savoir se concentrer sur l'essentiel, et la responsabilisation, trouver le bon équilibre. Et Hugo a également, il a fait du zèle, dans un excès de zèle, nous a également donné une readiness checklist avec les 4 points à checker pour être prêt. Tout ça, vous le retrouverez, comme on l'a dit, dans les présentations qu'on va vous envoyer dans l'après-midi normalement. On vous enverra également les contacts de nos différents intervenants si vous souhaitez échanger avec eux et les recontacter. Et on reste à disposition si vous avez les moindres questions. Maintenant, la semaine du déconfinement, ça n'est pas fini. On est arrivé à la moitié. Là, on a passé le cap de la moitié, mais il nous reste encore 2 jours. Demain, ce sera à 15 h qu'on parlera une nouvelle fois autour du digital, mais beaucoup plus axé sur les méthodes de travail dans ce contexte, avec pareil, pas mal d'outils et de méthodes de travail clés en main avec lesquels vous pourrez repartir. Et vendredi, c'est à 10 h qu'on se retrouve pour parler de comment recréer l'engagement en période de déconfinement, idem, avec des startups du lab qui interviennent et qui nous partagent leur expertise. Merci à tous pour avoir été là. Merci à nos speakers. Merci Frédéric, Hugo, Florence, Jérôme, Emmanuel. C'était un plaisir de vous avoir. Vos interventions étaient hyper riches. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de la semaine du déconfinement.